Bien, bonsoir à tous et merci d'être venus. La dernière fois que je suis venu ici, pas dans cette salle, mais à ce pupitre, c'était il y a 10 ans. Et les murs n'ont pas changé. Le ministère des Finances est d'une stabilité auguste. Alors, je ne sais pas s'il est robuste pour autant. Ça, on verra que la stabilité n'est pas forcément un gage de robustesse. Mais en tout cas, il est stable. Et en matière financière, il y a bien d'autres domaines où, en revanche, on a eu des fluctuations assez puissantes. Il y a eu des fluctuations dans le domaine de la réglementation, par exemple, avec un sac et un ressac. Par exemple, au niveau bancaire, où après BAL 1, qui était plutôt rustique, on a eu BAL 2 avec des ambitions de mesure très fines des risques, et on voit que BAL 3 réintroduit du rustique aux côtés de ces nouvelles mesures. Et puis la semaine dernière, on allait encore plus loin puisque le Joint Forum, donc qui rassemble notamment les contrôleurs bancaires et les contrôleurs assurances, a critiqué officiellement, en prenant une position formelle, le principe des monnaies internes. Donc, de fortes fluctuations. Et puis, au-delà de l'aspect réglementaire, il y a aussi des évolutions des marchés financiers où on n'a pas forcément toujours beaucoup de stabilité. Et ces évolutions des marchés financiers, c'est précisément le cœur de notre sujet aujourd'hui. Alors, des crises, il y en a depuis des siècles, il y en a depuis des millénaires. On a tous en tête, par exemple, les antécédents de la crise de 2008, avec notamment la crise des années 30, qui en est un véritable copier-coller, que ce soit en termes de déclencheur, en termes de déroulé, ou même en termes de réaction des pouvoirs publics. Quand je dis la crise des années 30, je ne parle pas des années 1930, mais je parle des années 30. Donc les années 30, plus précisément en 1933, où Tacite, l'historien latin, nous décrit ce qui s'est passé, à savoir une crise liée à un surendettement massif qui était gagé sur l'immobilier, des difficultés de remboursement de la part donc, des emprunteurs, les prêteurs qui saisissent les biens, des ventes massives, l'immobilier qui s'écroule, les garanties qui ne valent plus rien, etc., etc. Donc quelque chose qui a un air maintenant de déjà-vu. Et puis en termes de réaction, le Sénat, qu'a-t-il fait? Il a commencé par baisser les taux, alors ce n'était pas les taux directeurs à l'époque, mais c'était les taux maximum d'usure, à 2%, puis à 1%. Et puis à la fin, Tibère a pris la main en faisant un quantitative easing, puisqu'il a créé un fonds doté de 100 millions de sesterces. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspondrait aujourd'hui, 100 millions de sesterces, mais puisque c'était la taille de l'Empire romain, ça devait quand même être assez conséquent. Donc un fonds qui servait à financer des prêts à taux zéro pendant 3 ans, en échange, bien sûr, d'un dépôt de collatéral. Donc les crises qui n'ont rien de nouveau. La différence, c'est que depuis quelques décennies, avec l'avènement de l'informatique notamment, on a des modèles. Des modèles qui prolifèrent en s'appuyant sur 2 jambes. D'une part, les mathématiques appliquées, avec notamment les probabilités, dont Nicole El-Karoui disait d'ailleurs qu'un probabiliste, généralement, ne se pose pas de questions autour des probas, y croit, ne s'occupe pas des applications et ne s'occupe pas des données. Donc, les mathématiques appliquées et les probas, et puis l'économie financière, avec notamment la théorie du portefeuille, qui est fondée donc, sur un certain système de représentation du monde, avec un certain nombre d'hypothèses dont on va déduire un certain nombre de conséquences. Donc, il y a certaines personnes qui considèrent que cet art, cette combinaison d'informatique, de mathématiques appliquées et de théorie financière, peut se transformer en une technologie efficace, donc, qui va permettre de donner vie à un véritable système de gestion des risques qui va être plus vrai que nature et qui va être un petit peu comme Pygmalion qui avait sculpté une statue qui était tellement vraie et tellement belle qu'il en était tombé amoureux et qu'Aphrodite donc lui avait donné vie. On va avoir comme ça un formidable système. Ça, c'est la première vision des choses qu'on peut avoir. Et puis la seconde, ce serait inversement de considérer que tout cela, ça a enfanté un système absolument difforme et incontrôlable, que ce soit au niveau macroéconomique, pour la société dans son ensemble, avec tous les liens, toutes les interdépendances, etc., ou au niveau microéconomique, pour chaque entreprise, où on a construit des modèles de plus en plus complexes et où maintenant tout le monde est noyé sous une masse de documentation, avec beaucoup de difficultés à avoir à la fois une vision d'ensemble et une vision précise des différentes hypothèses. Hypothèses qui, même si elles sont fines et précises, ont un impact considérable sur le résultat. Donc la question qui se pose dans ces conditions,
face à ces modèles qui sont censés permettre d'appréhender les risques, ces modèles qui sont utilisés par l'industrie, qui sont promus par les régulateurs, qui sont complexifiés par les universitaires, qui sont véhiculés par les cabinets de conseil. Bref, face à ces modèles et à tout l'écosystème qui gravite autour, la question qu'on va se poser, ou du moins qu'on peut se poser après avoir eu le sentiment parfois de s'être réveillé face à Frankenstein, c'est dans quelle mesure peut-on encore se rêver Pygmalion. Alors, pour approfondir cette question, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir deux grands intervenants, des intervenants qui sont à la fois des praticiens et des théoriciens. Donc, Nassim Nicolas Taleb, qui est Distinguished Prof en ingénierie du risque à la NYU. Nassim, vous avez travaillé pendant 20 ans comme trader, et d'ailleurs, on sent quand on vous lit que c'est une expérience, un vécu de la confrontation concrète à la prise de décision en situation d'incertitude qui est important pour vous, dans votre cheminement. Et puis après, vous avez effectué une bascule vers le côté universitaire, et vous avez publié plusieurs ouvrages, dont Le hasard sauvage, Le signe noir, qui est celui en particulier qui vous a rendu mondialement célèbre, Force et faiblesse, et puis plus récemment Antifragile. Des ouvrages qui ont un ton irrévérencieux et qui sont accompagnés de leur pendant académique, avec une quarantaine de papiers, une cinquantaine maintenant, de papiers de... 48 papiers de recherche. Voilà, donc, premier intervenant, Nassim Nicolas Taleb, qui fait preuve de la plus grande prévention face aux velléités de quantifier les faibles probabilités. Et puis, Jean-Philippe Bouchot, qui... j'ose pas dire à l'inverse, mais qui utilise des techniques quantitatives qui, certes, ne sont pas mainstream, mais qui ont quand même l'ambition de parvenir à appréhender mieux, à appréhender correctement, je ne sais pas quel adverbe utiliser, le risque. Donc, Jean-Philippe, vous êtes professeur de physique statistique et de systèmes complexes à l'École Polytechnique, ancien élève de l'ENS, docteur en physique, médaille d'argent du CNRS pour vos travaux en physique statistique. Et parallèlement à cette carrière de physicien, vous avez fondé un fonds d'investissement quantitatif il y a une vingtaine d'années, dont vous êtes désormais président et directeur de la recherche. Alors, vos travaux universitaires, maintenant, vont aujourd'hui au-delà de leurs terrains initiaux sur la physique des systèmes désordonnés, puisque vous étudiez la physique des mouvements boursiers, la microstructure des marchés, la modélisation des crises économiques et financières, qui sont des thèmes sur lesquels vous avez publié plusieurs ouvrages. Ce que je vous propose désormais, c'est que, donc je vous laisse la parole, que chacun de vous présente sa vision de la pertinence des modèles utilisés, de la robustesse des décisions qu'on peut prendre sur cette base, et de se donner à peu près 20-30 minutes chacun pour cela. Qu'ensuite, on ait un petit débat justement entre ces deux visions avant d'ouvrir donc les questions à la salle. Nassim, vous avez la parole. Je suis honoré d'être ici. Je suis extrêmement, surtout je vois des gens que j'admire, dont j'admire les travaux, y compris Sir Jan Weber et Jean-Philippe. Ensuite, cette mission de regarder les risques vraiment en dehors de la finance mathématique est une grande mission. Donc je commence par le problème central, qui est la loi des grands nombres. On apprend ça un peu partout. Et il y a deux lois des grands nombres. Il y a la loi des grands nombres qu'on a en classe entre 8h45 et 9h30, etc. Et la loi des grands nombres quand vous sortez de la classe, n'est-ce pas? En classe, la loi des grands nombres ressemble à ce qu'on a à gauche. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'informations dans un univers ludique pour pouvoir avoir des moyennes dans certains environnements. À droite, dans le vrai monde, c'est de loin pire. Dans un monde comme celui de la finance qui a des queues épaisses, c'est horrible. Et un jour, je me suis posé la question, je me suis dit combien, je prends un exemple, une loi dont les gens parlent, qui s'appelle Pareto 80-20, d'accord? Bon, elle a des queues épaisses. Quel est l'équivalent entre ça et une gaussienne? C'est-à-dire, si vous avez un chiffre, 30 observations ici, combien de fois de plus? Je me suis dit peut-être 3 fois plus, 4 fois plus. Vous savez combien de plus on a besoin pour avoir exactement la même erreur sur une Pareto 80-20? Quelqu'un peut me donner un chiffre? Combien de fois de plus? 1000 fois plus? 10 à la puissance 14. Ça, c'est un dernier papier. C'est sur la loi des grands nombres dans le vrai monde. D'accord.
quand les queues épaisses, il faut beaucoup de données. Donc on ne peut pas vraiment voir le processus naïvement en regardant ce qu'un économiste ferait, les moyennes. Il faut faire des choses un peu plus intelligentes. Dans la vraie vie, en fait, on le fait. On va voir comment. Et ça a été fait en France il y a quand même déjà 8 siècles. Mais donc il y a 2 traditions du risque. Quand j'écrivais Le Cygne noir, je me suis donné une mission de réveiller des gens cachés par l'histoire. Parce que le problème, c'est que vous avez un ministère qui décide quels sont les penseurs que l'histoire doit conserver et quels sont les penseurs que l'histoire doit éliminer. Donc j'ai tiré en général des protestants comme Pierre Bayle, etc., qui ont été vraiment l'influence sur le problème de l'induction, qui est similaire à celui dont je parlais avant. Donc des penseurs français dont personne ne parlait. Isaac de la Perrière, des grands du scepticisme, donc je les ai réveillés, et évidemment, les gens étaient surpris parce que personne ne connaît Pierre Bayle, par exemple, aujourd'hui. Quelqu'un qui a 25 ans ne sait pas qui c'est, alors que c'était vraiment la figure intellectuelle de son âge, dans le scepticisme. Mais similairement, quand on parle de risque, les gens, la probabilité, le risque, ils vous nomment Abraham de Moivre, les gens, le risque ludique. Oui, mais ce risque ludique, c'est comme l'école, ça marche dans la salle. Quand vous sortez du casino, tous ces calculs-là marchent beaucoup moins bien, en fait, ne marchent presque pas du tout. Donc, mais ça fait quand même, on est quand même en vie, on sait travailler avec les risques. Quelle est la tradition? Par exemple, Pierre de Jean Olivier, par exemple, qui est un scolastique, et qui n'est pas connu en France. On n'est jamais prophète, même en Belgique, je veux dire, il n'est pas connu. Mais vous trouvez une profondeur, la définition rigoureuse du risque. Rigoureuse, qu'est-ce qu'un risque avec une contingence, etc. Et les contrats étaient là justement pour éliminer les risques de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 attitudes au risque. La première, c'est celui du statisticien qui veut vous donner un chiffre, qui d'ailleurs n'est même pas rigoureux. Même en probabilité, un probabiliste qui vous donne un chiffre n'est pas rigoureux. Si vous regardez la rigueur russe, il vous donne des bornes. Bien-aimé Chebyshev, Markov, Bound vous donnent des bornes. Ils ne vous donnent pas des chiffres précis. D'accord ? Ce n'est pas leur business. Leur business, c'est vous donner des bornes. Ça ne peut pas dépasser ça. Mais même si vous pouvez vous donner des chiffres, comme quelqu'un qui veut vendre son papier pour un bon journal d'économie, même quand vous donne ça, on ne peut pas y arriver aussi facilement. Il y a une autre attitude. Quelle est l'autre attitude? L'autre attitude, il y a une industrie qui fonctionne déjà depuis 5 siècles très bien et qui fonctionnait déjà avant de façon plus rudimentaire très bien aussi, l'industrie de l'assurance. Comment ils font les risques? Ils savent, si je ne comprends pas ce risque-là, je vous fais un contrat qui ne vous paye pas sous ces conditions-là. Voilà, ils savent très bien travailler. Donc il y a 2 attitudes. Et moi, j'étais trader d'options pendant 21 ans. Et vous avez vu que j'ai le combien de cheveux, j'ai perdu dans ça. Donc, et quand vous êtes trader d'options, vous comprenez le suivant. Si je ne comprends pas quelque chose, je m'assure que je n'ai pas d'exposition, exposure en anglais, exposition, je ne suis pas exposé à des pertes là-bas. Tout comme un assureur avait très bien compris. Il vous donne un contrat, mais ça ne paye pas si l'Angleterre déclare la guerre à la France. Bon, je veux dire, ça ne paye pas sous ces conditions-là. Ça ne vous paye pas si vous faites ça. Ça ne paye que jusqu'à 600 000 $. Ça ne paye pas plus que 600 000 $. Donc, c'est les contrats. Et les options, c'est ça. Si on ne comprend pas quelque chose, on a un contrat d'exposition. Et il vaut mieux travailler, comme quelqu'un a dit, il vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde. Il vaut mieux travailler à changer votre contrat qu'à mieux comprendre le monde. Et ça, c'est une chose qu'on comprend très bien comme trader d'options. Si on a un problème, on achète un contrat pour changer notre exposure. Donc, ce qu'il y a effectivement, c'est des distributions, ce que j'appelle conflation. Conflation, en français, je ne sais pas s'il y a un mot en français qui correspond exactement, c'est se tromper de concept. Les gens parlent des marchés financiers, ils parlent de... Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que le prix de l'or peut faire demain matin, c'est comment ça affecte mon portefeuille. Donc, les propriétés statistiques de mon portefeuille sont différentes, peuvent diverger des propriétés statistiques de l'or. Ce qui compte, c'est quel effet ça a sur moi. C'est ce que j'appelle conflation between risk, statistical risk and exposure.
Donc, les assureurs l'avaient très bien compris. Donc, je continue maintenant sur quelle est la solution. Donc, on ne va pas essayer, voilà la tasse de café, on sait qu'elle est fragile, d'accord? On peut travailler pour faire une meilleure tasse de café, ou alors on peut essayer de prévoir qu'est-ce qui peut la casser. Qu'est-ce qui est plus dur? C'est prévoir ce qui peut la casser, plutôt que travailler pour faire une tasse de café qui se casse moins. Donc, je reviens à une chose, et je suis heureux qu'un de mes co-auteurs soit ici, parce qu'on a travaillé sur un concept de fragilité. Au lieu de parler du risque qui est externe, on parle de fragilité, comment les choses ont une réponse à certaines classes de risques. C'est beaucoup plus facile à faire, mesurable, et en fait, on a trouvé plus scientifique. Regardons cette tasse de café. Très belle, non? Enfin, peut-être, il y a mieux, etc. Mais elle a une propriété. Elle est fragile. Quand je demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez dire par fragile, ils me donnent des adjectifs, etc. Mais il y a une chose que toutes les choses fragiles ont, qui est que n'aiment pas la volatilité. Ça ressemble énormément à quelque chose qui est court d'une option. Quand vous avez découvert une option, vous ne voulez pas la volatilité. Cette tasse de café, vous la mettez sur la table, d'accord? Il n'y a aucun événement qui puisse la rendre meilleure. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent lui faire du mal, n'est-ce pas? Bon, c'est ça la définition de la fragilité. On va voir comment, avec ce concept très simple, on peut se lier à la théorie des options, qui est également une théorie contractuelle plutôt qu'une théorie épistémologique. C'est mieux comprendre le monde, on comprend nos contrats mieux. Et on va voir comment. Regardons cette chose-là. Une chose assez commune, c'est les traders de Wall Street qui veulent vendre de la volatilité. On fait de l'argent, on fait de l'argent. Et un jour, on ne fait pas d'argent, comme vous voyez. Et les portefeuilles ont généralement ce genre de gueule, de tête, parce que vous faites beaucoup de bonus et quand vous perdez l'argent, vous n'allez pas au bureau avec votre carnet de chèques, non, pour rendre l'argent. Les bonus, ils ne les rendent pas. En général, les gens se retrouvent automatiquement en Floride ou au Brésil, etc., pour des vacances, et sans le téléphone, on ne peut pas les joindre. Ils sont partis, n'est-ce pas? Donc, c'est le hasard moral qu'il y a, évidemment, dans les banques quand on ne traite pas son argent. Bien. Ce truc-là, ça ressemble au payoff d'une tasse de café. Toute la volatilité, c'est de l'autre côté. Les bénéfices, s'il y a des événements aléatoires, les bénéfices sont petits ou zéro. Les pertes, il n'y a que les pertes. Donc, il y a une asymétrie vis-à-vis des événements aléatoires. Donc, on a trouvé quelque chose, on appelait des Older Brothers, c'est comme des déménageurs. Bon. On a trouvé que ceux qui n'aimaient pas l'un n'aimaient pas les autres. Donc, la tasse de café, elle n'aime pas l'erreur, non? Parce que si vous pouvez la casser. Elle n'aime pas les tremblements de terre, elle n'aime pas le chaos, elle n'aime pas la variabilité, elle n'aime pas l'incertitude, etc. Si vous n'aimez pas l'un, vous n'aimez pas les autres. Donc, on peut classifier les choses vis-à-vis de cette exposition. Et il y a une chose très agréable qu'on a trouvée, c'est que tout ce qui n'aime pas la volatilité est non linéaire en réaction. Il y a une non-linéarité. S'il y a cette non-linéarité, on peut la détecter. On peut détecter automatiquement la fragilité par ça. Donc, voilà sur quoi je travaille depuis quelques années. Et dans les 50, 60 ans à venir, je vais peut-être travailler encore plus dessus et avoir peut-être une idée. Mais ça m'a mis beaucoup de temps pour comprendre, 21 ans de trading, que la non-linéarité est généralisée à tout ce qui est fragile. Donc, simple application, d'accord? Pourquoi les grandes banques sont plus fragiles que les petites banques? Qui va un peu choquer les gens dans cet immeuble, parce que les gens aiment le grand, pensent que les grands est plus stable. On va prendre une histoire très simple, que vous reconnaissez la photo du monsieur, n'est-ce pas? Monsieur Kerviel, d'accord? Et monsieur, bon, l'histoire est simple. Monsieur Kerviel s'est retrouvé dans son tiroir des 50 milliards d'euros cachés, n'est-ce pas? Bon. Alors, ils ont dû liquider 50 milliards d'euros et ça leur a coûté à peu près 4 milliards d'euros de pertes parce qu'il faut vendre 50 milliards. Voilà. Alors, disons-nous, si on avait un micro-Kerviel, le 10e de la taille,
qui aurait traité le dixième, du risque, et vous retrouvez votre micro-Kerviel, monsieur M.K. Micro-Kerviel, doit être liquidé. Vous devez liquider 5 milliards d'euros demain matin. D'accord? Vous n'avez même pas à téléphoner à M. Sarkozy, 5 milliards d'euros c'est petit, suffisamment petit, etc. Non? Bon, combien d'argent est-ce que vous aurez perdu? Bon, j'ai un monsieur ici dont la spécialité c'est l'impact du prix, qui vous dira, vous aurez perdu beaucoup, beaucoup moins, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui. Donc, beaucoup moins que le dixième. Donc, c'est très simple. Quand vous devenez grand, vous êtes de plus en plus fragile au grand choc. Et ça explique une chose très simple. Quand je suis allé à la Business School, il y avait un concept qu'on nous enseignait qui s'appelait les économies d'échelle. C'est un concept qui ne marche que dans les murs de l'école. Parce que si à l'époque il y avait une économie d'échelle, bon, 35 ans après, on serait mangé par quelques grandes firmes. C'est que pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup moins d'éléphants que de rats à New York? Il y a plus de rats à New York qu'il y a eu d'éléphants dans l'histoire du monde. D'accord? Dans l'histoire. Donc pourquoi les mammouths ne s'appellent pas les petits animaux? C'est parce qu'un éléphant se casse. Il y a une allométrie. Plus vous êtes large, plus vous êtes fragile au choc. Et donc, il y a un point au-dessus duquel vous passez l'économie. Vous avez des économies d'échelle et ensuite, vous avez des déséconomies stochastiques. Et ça vient de ça. Et en fait, donc, plus vous êtes grand. Ça, c'est un exemple de la non-linéarité. D'accord? Et on a essayé d'écrire un papier sur la non-linéarité où on fait les tests des banques. Au lieu de vous amuser à comprendre le monde, etc., un truc très simple. Cherchez notre portefeuille, faites un stress test. Les stress tests ne marchent pas, on le sait très bien. Je suis allé au Fonds monétaire écrire ce papier. Il y avait Dexia qui avait passé le test de la Banque centrale européenne quelques jours avant avec ce qu'on appelle flying colors, donc très bien. Et quelques heures après le test, ils avaient une agonie, vous savez, etc. Le prêtre est venu, etc. Bon, alors, comment est-ce qu'on peut vérifier que quelqu'un n'a pas ces risques-là? Vous faites 3 stress tests. On appelle ça S3. C'est ça notre papier. Vous faites 3 S-tests. Vous faites un... Et vous voyez s'il y a une accélération. Si vous avez une accélération des pertes, vous êtes fragile. Bon. Quelqu'un peut venir me dire, mais les stress tests, ils sont mauvais. Je leur dis, oui, moi je ne sais. Il faut qu'ils soient très très mauvais pour rater cet effet. Parce que si j'ai un instrument de mesure, ruler, pardon? Une règle. Et j'essaye de mesurer la taille d'un enfant. Bon, si la règle est mauvaise, je n'aurai jamais la taille de l'enfant. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est si l'enfant grandit. Et en fait, on peut voir l'accélération comme ça. Vous faites un stress test. Combien elle a perdu? 20 millions de dollars, très bien. Un stress test, 10% de pire. Combien il perd? 30 millions de dollars, OK. 10% de pire, 100 millions de dollars. C'est très mauvais. C'est comme ça que j'ai détecté, d'ailleurs, j'ai dit à tout le monde, mon concierge, tout le monde dans la rue, que Fannie Mae allait faire faillite. Parce que justement, on a vu le risque, ils avaient une accélération quand les taux d'intérêt déviaient ou les différences de crédit déviaient. Donc, pourquoi est-ce que cette non-linéarité est nécessaire à tout ce qui est en vie? C'est quelque chose qu'on va publier la preuve, c'est nécessaire, c'est très simple. Tout ce qui est linéaire, c'est cassé tôt. Donc, tout ce qui reste est non linéaire. Vous voyez? Regardez votre corps. Si vous sautez de 10 mètres, je pense qu'on meurt, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a des difficultés pour les sommetières à Paris, etc. Donc, il ne faut pas le faire. Mais 10 mètres, quelqu'un qui saute de 10 mètres meurt, n'est-ce pas? Bon, mais c'est donc 10 mètres, c'est 2 fois pire que 5 mètres, n'est-ce pas? Et c'est plus que 10 fois pire que 1 mètre. Je peux sauter d'1 mètre, ce n'est pas le 10e du risque. Bon, parce que si les risques étaient linéaires, on ne verrait pas de gens intacts. Ils seraient un peu déformés tout le temps pour pas avoir sauté 1 centimètre ou des choses comme ça. On le perdrait un peu. Donc, il faut que les risques soient non linéaires. Donc, tout ce qui a survécu intact
a ces propriétés-là. Une banque qui a beaucoup de risques visibles causerait les gens auraient peur. Donc, en fait, tout ce qui reste, c'est les risques des queues. Et c'est ça un peu par survie, par biais de survie. Bon. On a trouvé donc une équivalence entre la convexité, donc concavité, c'est quand les pertes s'accélèrent, convexité, c'est quand les gains s'accélèrent, et quelqu'un qui bénéficie de la stabilité, etc. Bon, et maintenant, je finis avec un slide. J'ai encore combien de minutes, à peu près? Pardon? J'ai encore 10 minutes? J'avais un slide, mais enfin, on a fait un truc. Dans un slide, j'ai dit que ceux qui bénéficient, il y a un truc central, ceux qui bénéficient de la variabilité bénéficient aussi du temps. Bon, on peut le voir déjà dans l'équation en finance, où on ne voit jamais sigma, la volatilité, sans le temps, sans quelque chose de temps à un exponent. Donc, et en fait, on peut se dire que le temps, on peut lier ça à l'intelligence du temps. Parce que ceux qui n'aiment pas la tasse de café, elle n'aime pas le temps. Pourquoi? Elle est fragile. Un jour, elle va se casser. Donc le temps va chercher de la variabilité, n'est-ce pas? Bon. Et il y a un effet qui a été détecté par le grand Mandelbrot, donc, dont j'ai son étudiant doctoral ici, qui s'appelle l'effet Lindy. Et qui dit le suivant, que l'effet Lindy, c'est que quelque chose qui n'est pas périssable, qui a survécu 20 ans, a 20 ans de plus de durée de vie. Ça survit 40 ans de plus de durée de vie. Et donc, en fait, on se dit pourquoi les technologies... on pense que l'univers est technologique, mais les technologies elles-mêmes ne survivent pas. Elles sont déplacées par d'autres technologies. Donc, et ça peut se faire lier très vite à cette idée de fragilité. Ceux qui n'aiment pas le temps a ces propriétés-là de mourir quand il y a des chocs et ces propriétés de survie. Donc quelque chose qui a survécu 6000 ans va évidemment a passé le test, n'a pas été cassé par le temps, n'est-ce pas? Bon, voilà cette interprétation par la fragilité. Bon, ça peut s'appliquer à des compagnies, à des systèmes, à beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est un jour, on m'a demandé d'écrire pour l'Économiste, qui est un journal que je ne lis pas, c'est intéressant, d'écrire pour les journaux qu'on ne lit pas, d'écrire quelque chose sur comment prévoir les prochains 25 ans. Alors, ils pensaient qu'ayant écrit le signe noir, je vais leur dire qu'on ne peut pas prévoir, etc. Je leur dis, évidemment, on peut prévoir. D'habitude, comment est-ce que les gens prévoient, voient le futur? Ils prennent le présent et ajoutent des choses, des motocyclettes qui volent, des pilules qui enlèvent le mauvais sens de l'humour, des choses comme ça. Donc, ils imaginent des choses qui vont venir. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est l'inverse. C'est vous prenez le présent, vous regardez tout ce qui est fragile et vous l'enlevez. Ce qui est fragile, on peut soit le mesurer, comme la dette par exemple. La dette vous fragilise, vous êtes concave à des chocs quand vous avez la dette. Ça se voit automatiquement dans ces formules-là. Ou alors, on prend, dans 20 ans, je prends tout ce qui n'a pas 20 ans, je l'enlève. Ça va être remplacé par autre chose. Et quand j'ai commencé l'exercice, il y a quelqu'un qui m'a dit l'ordinateur. Bon, l'ordinateur, je lui ai dit oui, il a été remplacé par ce qu'on appelle le laptop. Il m'a dit oui, mais tu es un imbécile, le laptop va rester pour toujours. Ça, c'était il y a combien? Maintenant, il a été remplacé déjà par la tablette. Donc on peut regarder le futur en enlevant. Deductive, pas en ajoutant. Parce que la fragilité est très facile à déceler. Et éventuellement, on n'a pas trop à comprendre si on voit un pont qui est mal bâti, pas comme un pont romain, le pont du Gard, un pont qui est mal bâti. On n'a pas à essayer de prévoir la couleur de la voiture qui va le casser. On sait qu'éventuellement, dans 20 ans, il ne sera pas là. Donc, on n'a pas à essayer de comprendre les propriétés statistiques du monde, il vaut mieux comprendre les propriétés des ponts et leur fragilité. Voilà sur quoi mes amis et moi nous travaillons. Et je suis désolé parce que je pensais que j'aurais parlé mieux français, mais j'ai besoin de 3 jours et un peu de vin avant. Mais enfin, j'espère que ça a été clair. Et voilà un peu le programme dans lequel on peut utiliser le quantitatif
pour comprendre certaines choses, mais essayer de se concentrer sur des éléments non prédictifs, sur les propriétés, pas sur les propriétés statistiques du monde, de ce qui va arriver, mais sur comment les choses sont d'elles-mêmes. C'est beaucoup plus modeste comme projet, mais beaucoup plus facile à faire. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Bien, bonsoir. Je suis effectivement moi aussi très impressionné d'être ici et honoré par votre présence et par celle de Nassim, que j'admire beaucoup parce que Nassim est un grand provocateur et je pense que la provocation, ça nous force à penser aux choses auxquelles on croit et à les remettre en cause. Et quand il s'agit de modèles de risque, ça me semble effectivement assez utile. Donc j'ai moi-même pas mal râlé contre les modèles de risque en finance depuis des années. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu un panorama de mon point de vue actuel. J'ai fait mes slides en anglais, je suis désolé. Toi, tu as du mal à parler français aujourd'hui. Moi, j'ai eu du mal à écrire en français hier soir. Je suis probablement par habitude. Je ne me suis pas rendu compte vraiment de ce que je faisais. Voilà, donc je vais vous parler de crise économique et financière et de ce que j'appelle le besoin de modèles de troisième génération, dans un sens que je vais essayer de définir. Et plus précisément de ce qu'on appelle les modèles d'agents. Donc, pourquoi troisième génération? Donc, il y en a une première. Donc, je voudrais vous dire ce que je pense être la première génération de modèles. C'est la génération, disons, à la Bachelier, où Bachelier, très tôt, a compris que de l'aléatoire, de l'incertitude et du temps qui passe, on pouvait invoquer quelque chose comme le théorème de la limite centrale, qui est en fait dans sa thèse, et on arrive à une hypothèse de mouvement brownien des cours, par exemple, et de statistiques gaussiennes, donc d'inexistence d'événements rares. Et puis ensuite, ça se développe évidemment énormément dans l'industrie financière des années 70. Ça donne lieu à la théorie de Black-Scholes et à ce qui me semble être une absurdité totale, qui est le concept de réplication parfaite, qui pourtant est encore un des fondements de la finance quantitative. Et pour moi, un mauvais modèle, ce n'est pas forcément un modèle qui est faux, parce qu'il y a beaucoup de modèles faux, et beaucoup de modèles faux qui peuvent être utiles, mais c'est des modèles qui biaisent l'intuition dans le mauvais sens. Et je pense que le monde selon Black-Scholes, c'est justement un monde mauvais parce qu'il entraîne des comportements déviants du point de vue du risque, du point de vue du contrôle du risque, du point de vue de la réalisation ou de la conception du monde risqué qui nous entoure. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ici Black-Scholes corrompt l'intuition. Je vais essayer de peut-être illustrer ça un petit peu plus loin. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ces modèles en finance, qui sont des modèles finalement que Mandelbrot aurait appelé de hasard bénin, on a un peu la même chose en macroéconomie, où les modèles utilisés par les banques centrales en particulier, donc ces modèles dits DSGE, sont des modèles qui sont essentiellement linéaires, où le monde économique fluctue peu autour de son équilibre stable et rien ne se passe, il n'y a pas de crise endogène. Tout ce qui se passe ne peut être créé que par une catastrophe extérieure, mais pas interne au système lui-même. Et c'est ça que je pense être profondément erroné dans ces modèles. Et donc ce sera un peu le thème de mon intervention ce soir. Et donc ça a conduit en particulier Jean-Claude Trichet en 2010, à revenir un petit peu en arrière sur la crise et dire « In the face of the crisis, we felt abandoned by conventional tools ». Bien, alors donc, depuis 1987 en particulier, où il y a eu un très gros crash que tout le monde connaît, dont tout le monde se rappelle, il y a quand même une évolution. On s'est dit que Black-Scholes, c'était un peu trop simple, et donc il y a toute une batterie de modèles de deuxième génération qui essaye d'intégrer un petit peu plus de réalisme dans les modèles. Mais finalement, quand on regarde comment les gens font, comment les ingénieurs financiers font, ils regardent une liste de processus connus, étudiés dans la littérature. Si on peut en faire des choses mathématiques, c'est encore mieux. Si ça ressemble un petit peu aux données, on dit on va essayer. Et puis on calibre à toute force le modèle sur la réalité, même si finalement le modèle n'aura rien à voir avec la réalité, on sort toujours des paramètres et on prend ces paramètres pour faire autre chose avec. Alors, il y a toute une
famille de modèles dont vous avez sûrement entendu un peu parler. Je ne vais pas les nommer, mais Heston, Garch, volatilité locale, modèle de Lévy, modèle multifractal, encore dû à Mandelbrot. Il y a des modèles similaires pour les corrélations entre différents marchés. Comprendre les corrélations, c'est aussi quelque chose d'absolument crucial si on veut comprendre le risque. Mais le problème, c'est que calibrer, ça n'a jamais voulu dire comprendre. Et un fit même parfait des données, c'est pas un gage de qualité. C'est même au contraire souvent, comme on dit en anglais, red herring, c'est quelque chose qui détourne l'attention de l'essentiel. Et par exemple, comme Nassim a beaucoup insisté là-dessus, on peut avoir un fit parfait des données observées et complètement rater un effet qu'on n'a jamais observé dans les données et qui pourtant existe. Et si on l'oublie, on est confronté au signe noir. Alors voilà un exemple, par exemple, de ces modèles deuxième génération. Donc là, je vous ai montré celui que personnellement je préfère, qui est un modèle qui mathématiquement est magnifique, qui s'appelle le modèle multifractal de Mandelbrot, Calvé-Fischer ou Bakry-Musi en France. Alors ce que vous voyez, c'est à gauche le modèle en rouge, à droite un cours quelconque, peu importe, c'est le FTSE ici, mais peu importe ce que c'est. Et donc, ce que vous voyez, c'est donc dans les graphes du haut, ce sont les prix, et dans les graphes du bas, ce sont les variations d'un jour à l'autre du prix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit dans les données financières de façon récurrente, ce sont deux effets qu'on ne voit absolument pas dans le mouvement brownien. D'une part, la présence de ces pics qui correspondent à des micro-crises ou des grosses crises. Et puis aussi, cette enveloppe rouge que vous voyez osciller, donc devenir épaisse à certains moments et devenir fine à d'autres, qui correspondent donc à des moments où la volatilité des marchés est forte et à d'autres où elle est faible. Et il y a cette espèce de succession très complexe de moments de l'histoire où la volatilité est forte et où elle est faible, qui est difficile à modéliser. Et ce modèle multifractal arrive bien, comme vous voyez, le graphe de droite et le graphe de gauche se ressemblent qualitativement et même quantitativement, il arrive bien à reproduire l'observation. Donc, que demander de mieux? Le problème, c'est qu'aucun de ces modèles, incluant ce modèle multifractal, comme je vous l'ai dit, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est qu'en réalité, la vraie difficulté, c'est qu'on est incapable de justifier ces modèles à partir de principes plus primitifs, en quelque sorte, first principles, comme on dit en anglais. Donc, en physique, par exemple, on sait qu'on a des lois macroscopiques qui sont très utiles pour construire des avions, peu importe. Mais on sait aussi qu'en principe, on sait partir des collisions atomiques et démontrer qu'à grande échelle, les fluides, par exemple, obéissent à des équations qui sont des équations Navier-Stokes, peu importe. Mais on a en tout cas ce passage d'un modèle macroscopique qui est celui que les ingénieurs utilisent. On sait reconstruire ce modèle macroscopique à partir d'arguments très forts qui justifient qu'en effet, on n'oublie rien en quelque sorte. Et cette démarche n'existe pas en finance, ou existe très très peu en finance, c'est-à-dire d'essayer de construire la réalité observée à partir d'éléments plus primitifs, en particulier, comme je le dirais tout à l'heure, les agents, puisque ce sont les agents qui interviennent, les agents, moi, qui interviennent dans les marchés financiers. Et alors, pour moi, cette calibration à toute force de modèles non justifiés est en fait très dangereuse parce qu'elle contient en elle-même un risque supplémentaire qui est un risque de modèle mal calibré, qui est le risque en quelque sorte de Black Swan, mais que j'ai ici listé. Donc, un grand nombre d'erreurs sont en fait amplifiées de façon non linéaire quand on joue à ces jeux de calibrer un modèle sur un marché et l'utiliser pour en déduire des choses sur un autre marché, par exemple. Il y a le fait qu'il y a une foi inébranlable dans les calibrateurs, dans le fait que les marchés liquides sont efficients et donc on peut leur faire confiance pour nous donner de l'information sur le futur. Donc effectivement, même si nous, on ne connaît pas le futur, les marchés, par un espèce de miracle, qui est le miracle habituel de la main invisible, seraient censés nous informer sur quelque chose qu'on ne peut pas voir sur les données passées. Or, bon, j'y reviendrai, mais je pense qu'il y a très peu de cas où c'est vrai, où il y a vraiment de l'information forward-looking dans les marchés financiers. Il y a ce que j'ai appelé, et Nassim en a parlé tout à l'heure, le problème du fait que même ce que les gens appellent des marchés très liquides, comme la bourse américaine par exemple, sont en fait extrêmement fragiles
même des petites transactions. Donc c'est le problème de l'impact. Le fait que même de petites transactions dans des conditions tout à fait standards impactent les prix et les impactent de façon tout à fait observable. Et du coup, si ce que font les gens bouge les prix, ce qui peut-être est une trivialité pour certains d'entre vous, mais qui ne l'est pas du point de vue de la théorie des marchés efficients, on comprend bien que tout un tas de boucles de rétroaction peuvent apparaître et conduire à des catastrophes. Donc j'ai cité un des modèles que je trouve les plus absurdes de toute la littérature financière, qui est ce qu'on appelle le modèle à volatilité locale, qui est l'exemple même du non-modèle, où finalement le modèle, entre guillemets, est adoubé parce qu'on est capable de reproduire tous les prix observés sur les marchés d'options, par exemple. Et cette espèce de foi que ces marchés nous donnent des prix qui sont fiables, et l'argument que puisqu'on a un fit parfait, c'est quelque chose de bien, me semble être une absurdité complète. Alors à ce stade, sur les marchés efficients, je voudrais vous rappeler qu'il y a eu un prix Nobel en 2013 qui a été décerné à 2 personnes qui disent tout à fait le contraire l'un de l'autre. Et c'est intéressant, et je pense que du point de vue du contrôle du risque, du point de vue de la compréhension des risques systémiques, la représentation mentale qu'on se fait des marchés financiers ou de l'économie ou d'un système quelconque qu'on a à contrôler est tout à fait important parce que cette représentation mentale influence énormément l'intuition qu'on a sur le risque à gérer. Donc Fama, qui pense justement que les marchés sont efficients et qui donne une information fiable sur la valeur vraie des choses, en quelque sorte, dit « The word bubble drives me nuts, frankly. I don't even know what a bubble means. Prices in 2008 started to decline in advance of when people recognized that there was a recession. This is exactly what you would expect if markets were efficient. » Donc lui pense vraiment qu'effectivement, les prix ont baissé, non pas parce que de façon endogène il y a eu un problème, mais parce que, en effet, la récession qui a suivi était anticipée par les marchés eux-mêmes. Et Rob Shiller, qui est l'autre récipiendaire du prix Nobel, dit « Market prices are esteemed as they were if they were oracles ». Donc c'est ce que je viens de dire, justement, c'est ce problème de donner un crédit au prix de marché qui est trop fort. « This view grew to dominate much professional thinking in economics and its implications are dangerous. It is a substantial reason for the economic crisis we've been stuck in the United States and elsewhere. No, pardon, c'est un peu loin. For 5 years, for it led the authorities in the United States and elsewhere to be complacent about the instability of the global system. » Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la représentation mentale qu'on se fait du système, en l'occurrence le système économique, conduit en particulier à être complaisant sur des problèmes tout à fait fondamentaux, comme est-ce que le système est intrinsèquement stable, comme la théorie des marchés efficients le suggère, ou est-ce qu'il y a des problèmes d'instabilité structurelle, d'instabilité fondamentale auxquels il faut se confronter. Et donc c'est là où je propose l'idée de troisième génération de modèles qui, à mon avis, devrait arrêter de se préoccuper, disons, de modèles mathématiques, purement mathématiques, mais qui devrait essayer d'abord, avant d'écrire quelque équation que ce soit, identifier les mécanismes qui sont en jeu dans la dynamique des systèmes. Donc en particulier, que ce soit les systèmes financiers ou l'économie en général, la question de savoir ce que font les agents. Est-ce qu'ils optimisent quoi que ce soit? Est-ce qu'ils prennent des décisions irrationnelles? Comment ils se comportent? C'est une question absolument fondamentale. Elle est d'autant plus fondamentale que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que font les gens impacte les prix des marchés. Le problème de l'impact des marchés, dont Nassim et moi avons déjà parlé, c'est absolument crucial. C'est le fait que si je tire à pile ou face aujourd'hui, si je veux acheter ou vendre, mon action même conduira à une modification du prix du marché. Et donc, c'est clairement quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Les gens des marchés efficients vous diraient que ce n'est pas vrai, que si on tire à pile ou face, le prix ne bougera pas. Mais en réalité, on peut se convaincre que le prix bouge et que de façon évidente, une grosse partie de la phénoménologie de ce qu'on observe sur les marchés financiers, des boucles de rétroaction
instables sont dues au fait justement que ce que font les gens se reflète dans les prix, et ce qui se reflète dans les prix a une influence sur ce que font les gens plus tard. Donc, identifier les mécanismes, c'est aussi identifier ces boucles de rétroaction déstabilisantes qui peuvent être dues au modèle que les gens utilisent. Clairement, quand on regarde le modèle de Black-Scholes, on voit très clairement que des boucles de rétroaction déstabilisantes sont contenues dans le hedge de Black-Scholes, dans la stratégie de couverture. Le fait de contrôler son risque, de contrôler son levier sur les marchés financiers peut induire paradoxalement des crises. On a un petit article là-dessus qui explique de façon un peu pédagogique comment le fait de vouloir limiter son levier peut conduire à une espèce de leverage trap, comme on l'a appelé, qui fait que plus on essaye de réduire son levier, et plus en fait son levier augmente à cause de ce problème d'impact. La régulation peut aussi avoir des effets qui sont déstabilisants comme conséquence involontaire de cette régulation. Et une fois qu'on a identifié, alors là ce que je vous dis c'est un programme scientifique qui reste à réaliser, mais en tout cas je vais essayer de l'illustrer un petit peu, mais ce que j'envisagerais comme un programme scientifique extrêmement intéressant pour le futur, c'est d'essayer d'identifier ces mécanismes de base, et ensuite à partir de ces mécanismes, en tout cas de ceux dont on pense qu'ils sont pertinents, d'obtenir par disons moyenne, coarse graining, comme on dit en anglais, le fait de regarder le système à plus grande échelle, de trouver ces équations qui sont les équations, l'analogue de mes équations de dynamique des fluides dont je parlais tout à l'heure, avec en particulier ce qu'on observe sur les marchés financiers, parce que ce qu'on observe sur les marchés financiers, c'est absolument pas n'importe quoi. On observe tout un tas de régularités statistiques qui sont très intéressantes et qui sont peut-être un peu surprenantes. J'en ai un exemple ici où on voit que la loi de distribution des variations de prix, quel que soit le sous-jacent observé, ici il s'agit de volatilité implicite, mais vous pouvez regarder n'importe quoi qui est échangé sur un marché financier, on voit toujours la même chose. Et cette universalité suggère qu'effectivement, il y a bien quelque chose à trouver, il y a quelque chose à modéliser, et à modéliser à partir de principes plus amont que ce que sont ces marchés eux-mêmes. Voilà, donc l'idée de ces modèles qui sont des modèles où il y a une structure, où il y a des vrais mécanismes sous-jacents, je pense qu'ils peuvent être utilisés même pour essayer de deviner certains des signes noirs de Nassib, parce que si on comprend justement que des boucles de rétroaction sont dans le système, même si elles ne se sont jamais exprimées dans le passé, on comprend très bien comment elles peuvent être activées et comment elles peuvent conduire à un événement qu'on n'a jamais vu de par sa nature ou de son amplitude. Voilà, donc ça, je l'ai finalement, c'est redire un peu ce que j'ai déjà dit. Je ne pense pas qu'il existe un prix donné par Dieu ou par quelqu'un d'autre qui reflète la valeur vraie des choses et qu'on observe simplement via les marchés. Au contraire, les marchés sont intrinsèquement soumis à ce que font les gens et que ces boucles de rétroaction, via l'impact, sont cruciales et sont très importantes. Donc l'idée, de façon un peu générique cette fois-ci, puisque c'est l'exemple de tentatives similaires en physique en particulier qui inspire ces idées, c'est qu'à partir du moment où on a des agents qui interagissent, qui échangent de l'information, qui s'influencent mutuellement, si on a des non-linéarités et des hétérogénéités, on a souvent, au niveau émergent, une très forte complexité et des résultats qu'on n'aurait pas pu deviner a priori. Malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, souvent dans ces modèles d'agents, à grande échelle, on observe bien une certaine universalité. Donc, si vous voulez, l'idée ici, c'est que du point de vue scientifique, ce n'est pas vain comme démarche. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que tout est tellement compliqué qu'il n'y a rien à en tirer. Mais en réalité, le fait de pouvoir trouver des régularités statistiques, ce qu'on pourrait appeler des lois en quelque sorte, dans les marchés financiers, un peu comme dans le monde physique, me conduit, c'est un peu ce que j'appelais ici Third Generation Manifesto, c'est ma conviction profonde, que c'est une entreprise scientifique qui vaut le coup d'être tentée. Alors malheureusement, évidemment, on doit s'éloigner des maths pures, parce que dès qu'on regarde ces modèles où il y a effectivement des agents en interaction très nombreux, très complexes, beaucoup d'hétérogénéité, la possibilité de faire des maths, en tout cas dans un premier stade, paraît faible. Mais
on a la chance d'avoir des ordinateurs qui permettent de faire des simulations. Et là, j'ai cité Mark Buchanan, qui est un journaliste scientifique qui a écrit dans le New York Times juste après la crise en septembre 2008 pour un petit peu défendre ce point de vue de la simulation dont on a tellement l'habitude dans d'autres disciplines, mais qui, curieusement, n'existe pas encore de cette façon-là, en tout cas en économie et en finance, ou très peu, en tout cas, beaucoup moins qu'elle devrait. Donc, je voudrais citer sa phrase parce que je trouve elle illustre parfaitement ce que je pense. Done properly, computer simulations represent a kind of telescope for the mind, multiplying human powers of analysis and insight, just as a telescope does our powers of vision. With simulations, we can discover phenomena that the unaided human mind, or even the human mind aided with the best mathematical analysis, would never grasp. Et donc c'est ça que je pense vraiment important dans ce que j'essaie de vous raconter, c'est que quand on construit ces modèles, on peut mettre des ingrédients très simples au niveau des agents, mais que ce qui émerge au niveau de la collectivité de ces agents est parfois totalement surprenant. On n'imagine pas a priori avoir construit un modèle finalement avec des interactions, des hétérogénéités, mais finalement assez simple, et qu'une telle variété de phénomènes à l'échelle macroscopique puisse apparaître. Alors, je voudrais... il y a plusieurs exemples, mais je voudrais peut-être en donner un qui est la compréhension des corrélations de queue en particulier. Donc, comme vous le savez bien, le problème en finance ou en théorie du portefeuille, ça a été cité, ou ailleurs, c'est que la compréhension de la corrélation de ce qu'on a dans son portefeuille est cruciale pour comprendre le risque qu'on prend. Dans l'assurance, on a évidemment le même problème. Si les choses se mettent à défaillir tout en même moment, on est mal. Le problème, c'est qu'évidemment, on a très peu de données dans ces régimes-là. Et donc, la mesure de la corrélation habituelle n'est pas pertinente pour comprendre ce qui se passerait en période de crise. Mais l'idée, c'est que si on identifie les mécanismes, et là je fais référence par exemple à un travail récent de Ramaconte, si on comprend que les corrélations vont être bouleversées, en particulier dans des périodes où les gens liquident des portefeuilles de façon massive, on peut non pas mesurer, mais essayer de deviner quelle sera la structure des corrélations dans ces moments pénibles. Un autre exemple que je voudrais donner très rapidement, parce que je pense qu'il illustre assez bien ce que je voudrais essayer de vous faire passer ce soir. C'est un de ces modèles d'agents qu'on a étudié récemment avec un étudiant qui s'appelle João Batista à l'École centrale. Ici, il s'agit de regarder donc une espèce de modèle jouet de société où les gens créent des liens les uns avec les autres, des liens d'affaires par exemple, ou des liens de confiance. Et à cause du fait que ces liens sont créés, comment dire, excusez-moi, je n'arrive pas à parler français non plus parce que ces choses sont écrites en anglais initialement. Et donc il y a un effet boule de neige qui fait que plus la société se connecte et plus les gens bénéficient de la confiance mutuelle qui est accordée les uns aux autres. Par exemple, si quelqu'un me fait confiance, vous allez avoir tendance à me faire confiance aussi, simplement parce que quelqu'un m'a déjà fait confiance. Et donc, le fait que vous me fassiez confiance va induire potentiellement un lien de confiance entre nous deux. Et maintenant, j'aurai deux personnes qui me font confiance, et ça peut conduire à une société où tout le monde se fait confiance, et cette confiance est mutuellement bénéfique. Donc, ce que j'ai essayé de représenter ici, c'est ce qui se passe dans ce modèle. Alors, je ne veux pas expliquer dans le détail ce qui se passe dans le modèle, mais ce qui se passe dans le modèle est suffisamment générique, suffisamment général pour être intéressant. Donc, ici, sur l'axe des X, c'est en quelque sorte le degré de confiance a priori qu'on peut accorder aux individus de cette société. Et donc, plus on va vers la droite, plus le degré de confiance a priori augmente. Donc, on peut rephraser ce modèle en termes d'un modèle de réseau bancaire. Donc, si les comptes des banques sont fiables, a priori, les gens vont se faire confiance mutuellement plus facilement. Et donc, sur l'axe des Y, c'est en quelque sorte le degré de confiance collectif de la société avec elle-même. Et ce qu'on voit, c'est ça la chose la plus importante, c'est qu'en fait, il y a une région ici où coexistent deux états du système. Un état où, de façon, comme je le disais tout à l'heure, il y a un effet boule de neige qui fait que si les gens se font confiance, les gens ont tendance à se faire confiance simplement parce qu'ils se font confiance.
Et donc cet état de forte confiance coexiste avec un état de faible confiance. Et alors donc vous voyez ce qui se passe et qui est un espèce d'exemple de signe noir dans un certain langage, mais qui dans ce modèle-là pourrait être prédit, c'est que quand le degré de confiance intrinsèque des individus diminue, on peut rester sur cette branche de confiance haute pendant un certain temps, avant tout d'un coup de basculer vers l'état de confiance basse. Donc ici, dans ce modèle, rien ne se passe dans toute cette région-là. Donc si on calibrait un modèle sur la dynamique dans la phase de descente ici, on ne verrait absolument rien, tout serait tranquille. Reste que la structure intime du modèle, la compréhension des mécanismes, vous dirait, oui, mais on est dans une phase qu'on pourrait appeler sursaturée, comme un liquide qui refuse de devenir glace quand on le refroidit. Et en fait, l'analogie est tout à fait précise, jusqu'à un moment où, tout d'un coup, il y a une catastrophe qui se produit. Et cette catastrophe n'est pas due à un choc extérieur, elle est simplement due à l'existence d'un autre état du système qu'on n'avait pas vu. Et alors, j'aime bien mettre en rapport cette discontinuité avec ce qui s'est passé en 2008, où tout d'un coup, ici, c'est le spread entre Libor et T-bill, où on voit une explosion donc, de ce spread qu'on peut interpréter comme une espèce de chute de confiance mutuelle rapide. Et j'aime bien mettre ça en rapport avec ce que disait Barack Obama quand il a commencé son terme. Our workers are no less productive than when the crisis began. Our minds are no less inventive. Our goods and services no less needed than they were last week. Donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Rien n'a changé. Et pourtant, quelque chose de catastrophique est apparu. Et c'est un peu ce que vous auriez dans ce type de modèle. Alors, je ne veux pas défendre, évidemment, je ne veux pas dire qu'on a tout compris, ce n'est pas du tout ça le point. C'est simplement pour illustrer le fait que ce type de comportement très surprenant qu'on n'a pas a priori mis dans le modèle peut nous aider à réfléchir. Et donc, je voudrais conclure là-dessus. Pour moi, la chose importante, c'est de porter son attention beaucoup plus que par le passé sur ces mécanismes et sur les données, et pas sur des modèles mathématiques ad hoc qui mettent sous le tapis toute la complexité, tout l'intérêt finalement de ce que c'est que la modélisation. Comme je l'ai dit, ça me semble être une vraie entreprise scientifique sur de nombreuses années. Je ne pense pas qu'on arrive à tout d'un coup avec des réponses toutes faites dans les mois qui viennent. Mais l'idée, c'est donc un peu pour rebondir sur ce que Nassim a dit depuis des années. Est-ce que certains de ces signes noirs ne sont pas juste le résultat de notre manque d'imagination et que, comme pour reprendre ce que disait Mark Buchanan tout à l'heure, la simulation numérique en particulier peut nous aider à avoir plus d'imagination et à comprendre des scénarios qui sont difficiles à imaginer sans. Et ce sur quoi je voudrais finir, justement, c'est que en physique, qui est ma discipline de base, il est clair que certaines découvertes n'ont pas été anticipées. Il y a eu vraiment un côté Black Swan, un côté on découvre tout d'un coup un signe noir en Australie et on n'avait absolument pas pu l'anticiper, mais il y a d'autres choses qu'on a prédites avant qu'elles ne se produisent. Or, je n'ai pas d'exemple qui me viennent, peut-être que certains dans la salle en auront, où quelque chose de similaire s'est produit en économie et en finance, où on a prédit un effet avant de l'observer dans la réalité. Et je pense que ça, c'est vraiment important d'essayer d'aller vers une théorie qui est réellement prédictive, même d'un point de vue relativement humble au début, mais vers justement quelque chose qu'on n'a pas mis a priori dans le modèle et qui sort comme une vraie surprise de la modélisation elle-même. Donc je pense que, encore une fois, c'est un programme très ambitieux, pardon, mais je pense que si on veut réellement répondre à ces problématiques de risque et de risque systémique, cette idée de modèle de troisième génération, de modèle d'agent, me semble très, très largement sous-exploité à l'heure actuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Philippe. Alors, je vais peut-être rebondir directement justement sur la thèse donc, que vous venez de développer. Sur la nature de ce qu'est un bon modèle. Alors, un modèle standard,
comme on aurait en physique, qui sert à prédire, par exemple, le mouvement d'un corps, etc. C'est assez facile à définir, entre guillemets, ce qu'est un bon modèle. C'est un équilibre entre simplicité et puis précision, qualité de représentation. Là, quand on parle d'un environnement aléatoire, de modèle de risque, de toute façon, ce qui va se produire, c'est un événement parmi tant d'autres, et le modèle accepte, entre guillemets, justement de ne pas prédire ce qui va se dire. Et donc, vous expliquez que quand on a un certain nombre d'observations, avoir un fit parfait, c'est pas forcément bon, que ce qu'on attend d'un modèle, donc, c'est de ne pas corrompre l'intuition, ça c'est la caractéristique d'un mauvais modèle, et en même temps, on retombe à la fin sur cette ambition dont on n'arrive pas à se détacher, d'aller vers du prédictif. Et quand on fait du modèle, on a toujours envie d'y aller. Au fond, quand on est dans un environnement aléa et qu'on accepte que c'est aléatoire, que signifie une capacité d'anticipation, que signifie un bon modèle en fait? Oui, alors, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Donc, j'ai peut-être alors du coup un peu raté le coche si c'était le message final que vous avez compris. Et pour moi, l'idée finale n'est pas d'arriver à une prédiction au sens classique en tout cas. Je pense qu'un bon modèle, c'est un modèle qui permet d'imaginer justement des choses qui ne se sont pas produites. Et du coup, dans mon petit exemple de société dont la confiance se désagrège spontanément, il est très très difficile de prédire le point où ça se produira. La chose importante, c'est de savoir que ça peut se produire. Pour moi, c'est vraiment, en quelque sorte, c'est la réponse à Nassim, c'est d'essayer d'identifier ce qui est possible, mais même pas forcément avec un poids de probabilité associé à cette possibilité, ni même un temps associé à cette possibilité, mais juste de découvrir l'espace des possibles. Je pense que c'est déjà ça. D'un point de vue qualitatif. Pardon ? D'un point de vue qualitatif. D'un point de vue qualitatif, absolument. Je viens de penser à une définition peut-être basée sur un truc similaire que je suis vendu par son... Enfin, c'est un truc suivant. C'est un bon modèle est un modèle qu'on ne change pas après un événement. Voilà sa définition du modèle. Si oui, je peux oui, c'est excellent. C'est exactement un modèle. Alors, quand on voit les modèles qu'il y a, ils marchent très bien dans le passé, mais on doit les réviser. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante. Est-ce que les physiciens continuent à réviser tous les jours, à récalibrer la vitesse de la lumière? Non, on a convergé, n'est-ce pas? Bon, en finance, tous les jours, à la fin de la journée, les gens, JP Morgan, toutes les banques, les gens recalibrent leur modèle basé sur l'information qu'ils ont eue dans la journée, n'est-ce pas? Bon, s'ils le font, ils devraient converger à quelque chose. Ils auront moins à récalibrer, n'est-ce pas? Non, ça continue. Les recalibrations ont toujours la même taille. Ça veut dire que leurs modèles sont toujours surpris par tout ce qui est en train de se passer. Et ce que Jean-Philippe est en train de proposer, c'est un modèle, la qualité d'un modèle. Et on le sait comme tel, c'est un modèle qu'on ne changera pas demain s'il y a un événement qu'on n'a pas vu avant. Ça, c'est la meilleure définition que je connaisse d'un modèle. Parce que je pense qu'il y a une obsession de la prédiction et du quantitatif, justement, qui essaye de prédire, alors ce que tu disais sur la recalibration, finalement, on essaye de prédire la volatilité de demain, etc. On essaye d'être précis. Ça peut d'ailleurs avoir un intérêt. Mais si on s'intéresse vraiment aux signes noirs, pour prendre un mot, disons que tout le monde comprend maintenant grâce à Nassim, qui sont finalement les seules choses qui devraient intéresser, disons, les politiques ou les banquiers centraux ou l'assurance, j'imagine, dans une certaine mesure. C'est pas ce qui se passe au quotidien, ce ne sont pas les petites fluctuations, c'est vraiment les gros événements. Et donc de comprendre, encore une fois, pour moi, la chose vraiment cruciale, c'est de comprendre comment un gros événement se produit, quels sont les mécanismes pour lesquels il se produit. Et je pense que quand on dit « Ah, mais c'est un événement à 25 sigma que personne n'a jamais vu venir », c'est en fait simplement, pour un certain nombre d'entre eux, un manque d'imagination flagrant. C'est-à-dire qu'en réalité, si on dissèque les marchés financiers et qu'on comprend les boucles de rétroaction, on voit très bien ce qui peut conduire, quel est le chemin vers lequel on va vers ce type d'événements, et on peut en citer un certain nombre qui se sont produits même assez récemment, où on voit très bien qu'en effet, le système était intrinsèquement instable et il suffisait d'un peu d'imagination pour comprendre que ces événements étaient tout à fait inscrits dans la mécanique même du système. Donc ça me semble vraiment important comme changement de point de vue.
Et alors, quand justement on se dit le sujet, c'est qu'il aurait fallu avoir plus d'imagination et se dire que c'était possible d'arriver, quand on est en situation, souvent, et qu'on essaye justement d'imaginer, souvent la réponse qu'on peut avoir de la part, typiquement je parle en tant que personne qui travaillait avant dans le secteur des risques d'une société, la réponse des autres secteurs, c'était de dire oui, mais on peut toujours jouer à se faire peur. Et ça interagit, je pense, avec autre chose que vous avez dit, Nassim, sur la fragilité, ou peut-être que j'avais vu dans une autre de vos présentations, je ne sais pas si on en avez parlé ce soir, mais que ce qui était fragile, c'est notamment les systèmes qui étaient suroptimisés, où on travaille plus sur l'ingénierie que sur l'écologie. Et d'un autre côté, il y a toujours une tension de la part de toute la société pour toujours optimiser davantage. Oui. Et donc là, on se retrouve, que ce soit dans ce cas de figure-là ou que ce soit sur la suroptimisation, face à quelque chose où en pratique, on a toujours cette envie, cette ambition, cette tension d'optimiser davantage, de ne pas jouer à se faire peur pour ne pas s'immobiliser. Donc comment gérer ça ? Voilà. Alors, une chose intéressante, c'est que ce qu'il fait et ce que je fais sont parfaitement compatibles, mais dans deux domaines différents. Lui, c'est un homme de science, Jean-Philippe, donc il présente les choses, ce que la science peut dire. Et moi, je suis le contraire, je suis une combinaison entre un ingénieur et un decision maker, ce qu'on appelle. Donc, on travaille sur comment rendre le système, c'est l'heuristique, c'est peut-être scientifique, mais beaucoup plus de l'ingénierie que d'essayer de comprendre le monde. Et c'est très compatible, visiblement, ce qu'on fait tous les deux. Donc, pour repartir d'une vue d'ingénierie du monde, j'ai travaillé l'année dernière pour la RAND Corporation. Donc, RAND Corporation est une organisation, je ne sais pas si vous connaissez, américaine, qui n'est pas gouvernementale, mais qui travaille pour le gouvernement. Et ils ont des modèles de gens qui essayent de prévoir les risques, etc. Bon, et ce n'est pas des gens comme Jean-Philippe qui comprennent ce que le modèle peut dire ou ne pas dire. Et les représentations de modèles, eux, veulent faire des modèles pour que le gouvernement prenne des décisions. Bon. Et alors, je leur ai dit d'abord, ce que vous avez, c'est tous des... j'ai utilisé un terme assez vulgaire, donc je ne le répéterai pas ici, mais que c'est des vendeurs de pacotille, qui essaient de vendre de la pacotille, etc. Et qu'essayer d'avoir un modèle qui prévoit quel Tunisien va se brûler au centre de ville après-demain, ou quel Séoudien va, etc., ça, c'est pour les... ça se vend peut-être très bien, mais c'est ce que les vendeurs, les charlatans essayent de vous vendre le futur, et ce qu'on fait, c'est l'inverse. Mais en revanche, on peut regarder la fragilité des pays. D'accord. Donc, j'ai travaillé avec eux. Comme je n'aime pas beaucoup travailler, c'est eux qui ont fait tout le travail, et j'ai juste mis quelques paramètres de fragilité, justement comme ça. Okay. Quels sont les pays fragiles et quels sont les pays robustes? Et c'est assez intéressant parce qu'on peut regarder l'histoire. On peut voir quelque chose qui a survécu. Quelle est l'organisation qui a la plus longue durée, qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire? Qu'est-ce que vous pensez être l'organisation? Elle est très bien gérée, elle continue à opérer aujourd'hui et tout. Elle a des bureaux à Paris. Pardon? Elle n'a pas de bureau à Riyad, mais elle a des bureaux à Paris. Pardon? Bon, l'Église catholique. Quel âge a-t-elle, l'Église catholique? Vous allez me dire 2000 ans. Pas du tout, elle a 2400 ans d'âge. Et c'est une organisation qui a un critère qui a marché depuis le temps impérial. Bon, il y a la différence entre l'État-nation et l'Empire. L'Empire, marche comme la mafia. C'est-à-dire que le mafia vous donne la protection et ils ne veulent pas de détails. Donc les détails, il y a le concept de subsidiarité. Donc rien n'est fait à un niveau plus élevé s'il peut être fait à un niveau plus bas. Ça vous donne une diversification opérationnelle énorme, où il y a des gens qui font des choses différentes tout le temps, et ça vous donne une certaine habilité à avoir absorbé beaucoup de petits chocs, so il peut prendre l'imprévu. Voilà une organisation, par exemple, qui marche comme ça, et c'est l'Église catholique, et c'est le modèle de la non-fragilité d'une entreprise. Bon, et en plus, 2400 ans, c'est un peu mieux que beaucoup de
de nouvelles entreprises. Alors, on prend maintenant le plus fragile. La plus fragile, c'est quelque chose qui ne sait pas travailler, qui est très centralisé. C'était, bon, évidemment, le soviet, qui a exactement les trucs caractéristiques opposés. Très concentré, pas de volatilité, pas de variation, mais quand il y a une variation, tout se casse. Donc, et ça, on peut vraiment voir quelles sont les choses qui ont ces caractéristiques-là. Soit un pays qui a une monoculture, et donc on prend automatiquement l'Arabie Saoudite ou l'Irlande. L'Irlande, pas aujourd'hui, l'Irlande, quand il y a eu la monoculture des patates, des pommes de terre, concentrer tout sur une pomme de terre, et quand ils ne sont pas diversifiés, il y a ça. Donc, on peut regarder quels sont les systèmes qui peuvent tenir le coup ou non. On peut regarder, par exemple, des systèmes comme les transports. Quand il y a un accident, la probabilité d'un autre accident est réduite. À chaque fois qu'un avion tombe, c'est réduit. À chaque fois qu'un restaurant fait faillite, la qualité de la nourriture est meilleure. Donc, c'est un système qui sait travailler avec l'incertitude, les erreurs et tout. En revanche, si demain vous lisez sur Google News France.fr, n'est-ce pas, banque fait faillite, vous savez que la probabilité que notre banque fasse faillite n'est pas réduite, n'est-ce pas? C'est donc un très mauvais système. Et donc un événement mauvais mène à ce qu'il appelle ici à des self-exciting effects. D'accord? Donc on peut taxonomiser les choses comme ça, comme fragiles, non fragiles, ou des systèmes qui savent travailler avec les chocs. Et on peut le faire assez quantitativement, en regardant pas très quantitativement, mais suffisamment par les effets de convexité. Oui, je voudrais revenir une seconde sur ce que tu disais tout à l'heure sur la science versus l'heuristique. Je pense justement, pour reprendre la définition d'un bon modèle tout à l'heure, c'est un modèle qui ne corrompt pas l'intuition et qui aide l'heuristique. Parce qu'au bout du compte, je pense que justement ces modèles, même s'ils ne sont pas précis, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, de façon quantitative, ils permettent d'avoir des heuristiques. Et c'est ça qui me semble important à ce stade. Parce qu'il est clair qu'on n'aura jamais tout compris de la même façon qu'on comprend la fusée Ariane ou les trajectoires dans l'espace. C'est pas ça le point. C'est au moins d'avoir des heuristiques robustes qui permettent à Jean-Claude Trichet de ne pas dire « we felt abandoned by conventional tools ». Je pense que ça, c'est vraiment la pire situation de la modélisation. Et dans ce cadre-là, donc une bonne régulation, ce serait quoi? Ce serait de faire du prosélytisme pour qu'il y ait cette conscience de quelles sont les heuristiques pertinentes. Ce serait de... Hélas, la régulation, malheureusement, a fragilisé dans le passé. Ça ne veut pas dire que les régulations sont mauvaises. Elles ont été excellentes dans le transport aérien. Mais les régulations en domaine de finance ont forcé des gens à se transférer d'heuristiques qui marchaient très bien à la pseudoscience comme value at risk, ces méthodes-là, portefeuille, des choses quantitatives qui sont du baratin complet. Et donc, les régulateurs sont tombés dans ça. Mais en revanche, les régulateurs dans tout ce qu'il y a de transport, aujourd'hui, par exemple, en Amérique, on a eu 22 millions de décollages, suivis par exactement 22 millions d'atterrissages de compagnies aériennes. Et aucun mort, aucune fatalité pour les grandes compagnies aériennes. Donc quel est le problème? Le problème qu'il y a, c'est que les régulateurs que nous avons en finance ne sont pas les mêmes que les régulateurs qu'il y a ailleurs, où ils pensent que ça se transporte d'un domaine à l'autre. Et j'ai quelques suggestions à faire. Enfin, un domaine, les régulateurs tendent à vouloir concentrer les systèmes au lieu de les donner de la subsidiarité. Et une autre chose, c'est que il y a une chose centrale qui n'existe plus aujourd'hui, qui a toujours existé dans l'histoire des temps, qui est la notion de ce que j'appelle skin in the game, que je n'arrive pas à traduire en français. Dans mon dernier livre, a été traduite par avoir la peau dans le jeu. Mais ça ne donne pas l'idée. L'idée, c'est mettre sa peau en jeu. Mettre ses tripes sur la table. Et non, ça veut dire, c'est le suivant, c'est que ça revient également à la loi du talion, c'est que si vous êtes dans une situation où vous pouvez faire du mal aux gens, vous devez vous-même avoir mal aussi. Voilà, ça commence avec la règle de Hammurabi, ça recommence avec le dent pour dent, avec le début de la civilisation. Mais cette asymétrie est critique parce que
Vous prenez opérationnellement l'autoroute. L'autoroute, n'importe quel idiot peut devenir fou et tuer 50 personnes, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à conduire à sens inverse, n'est-ce pas? Mais pourtant, les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce que les gens capables de le faire sont déjà morts. Ils ont peut-être tué des gens. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est un filtre, skin in the game. Il y a deux effets. L'effet de déterrence. Au Brésil, par exemple, ils ont forcé les réparateurs d'hélicoptères à monter dans l'avion, prendre aléatoirement 50 minutes de vol dans l'avion qu'ils ont réparé. D'accord. Et évidemment, les avions les pilotes ont été beaucoup plus contents parce qu'il y a eu moins de décès après ça. Et évidemment, le pont du Gard existe encore et il a été bâti par des ingénieurs qui ont dormi sous le pont ensuite, que les Romains ont forcé, comme habitude, à dormir sur le pont avec leur famille. Donc, c'est la légende, mais il semble il y a suffisamment d'évidence dessus. Donc voilà, le skin in the game. Et là, en finance, on a vu là les risques. C'est que les risques, c'est qu'il y a deux éléments en finance. Il y a le fool by randomness, la personne qui ne connaît pas bien ses risques, et ils ont tendance à faire faillite. Ils font faillite, ils sortent du pool s'ils ont leur argent au lieu d'avoir l'argent des autres. Il faut qu'ils aient un peu de l'argent dedans. Et évidemment, il y a des crooks of randomness, et c'est une déterrence totale. Vous avez vu le premier graphe que j'ai montré, vous faites un bonus, vous faites un bonus, un bonus. Donc, on a un intérêt à cacher le risque. Et le système capitaliste, même Adam Smith l'a compris, ne marche pas bien sur ça. Le système capitaliste ne marche pas bien quand il y a ce qu'il appelle incentives, d'accord, du gain, without this incentives. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui gèrent des sociétés, qui n'ont rien, qui ont que le gain sans les pertes, donc qui font des politiques qui, quand elles s'en vont, dans 20 ans, la boîte va sauter. Donc c'est du cosmétique et ils ont des bonus entre-temps. Et donc voilà, le seul endroit en finance où il n'y a pas ça, c'est les hedge funds, où en général, les propriétaires des hedge funds ont tellement de l'argent dedans qu'aucun jour, quand ils ont une perte, un des clients a perdu plus en pourcentage de son total que lui-même. Donc les hedge funds, c'est le seul endroit en finance où il y a vraiment ce qu'on appelle skin in the game. Et moi, j'étais pit trader. Quand j'étais pit trader, j'étais trader donc dans la corbeille, on avait notre argent. Et quand on perdait, c'était notre argent. Notre attitude du risque était complètement totale. Et je n'ai jamais vu un pit trader vendre de son argent des options de queue. Et en fait, on les achetait dès qu'elles venaient et on vendait autre chose. Mais quand les gens ne traitent plus leur argent, c'est ce qu'ils font, c'est vendre ces options de queue pour avoir... Donc, ils fragilisent les portefeuilles, mais les portefeuilles ont l'air stables. Et voilà le skin in the game. Et en général, c'est le titre de mon prochain livre. À mon avis, c'est le livre le plus... Je veux dire, c'est une idée très commune, mais il faut regarder les répercussions de skin in the game. Pourquoi est-ce que la société a changé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que George Bush le père a été en guerre et les commandeurs étaient toujours, et les présidents devaient être soldats. Enfin, Hannibal était en guerre. Et il a été prisonnier de guerre, le père George Bush. Mais on se retrouve avec maintenant des gens qui sont chez eux et qui font des guerres comme si c'était un jeu de vidéo. Donc, skin in the game a des répercussions morales beaucoup plus grandes que vous ne devez pas, moralement, une personne donner du risque aux autres sans en avoir quelque chose soi-même. Une petite fraction. Je peux rajouter une remarque sur... je pense que l'ingénierie et la recherche ont toujours marché en parallèle. Et toutes ces règles heuristiques dont tu parles, et je pense qu'un certain nombre d'entre vous disent, bon, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et c'est ce que vous demandiez aussi tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il y a toujours cette tension entre la recherche très court terme et avoir des solutions à apporter tout de suite, parce qu'il y a du risque à gérer, etc. Et une recherche beaucoup plus long terme, qui était ce que j'essayais de décrire. Je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas négliger l'un au détriment de l'autre, mais en même temps, la recherche court terme, parfois, faire des grosses bêtises, et la recherche long terme est tellement long terme qu'il faut la démarrer tout de suite plutôt que plus tard. Donc, quand je voudrais donner une analogie par rapport au programme que j'esquissais tout à l'heure, qui est la prédiction météo. Donc, c'est Von Neumann qui, dans les années 40,
lance ce programme de prédiction météo à partir de calculs d'ordinateur et non plus de regarder par analogie ce que faisaient les gens avant. C'est-à-dire ils avaient un gros bottin de l'état de l'atmosphère et puis ils regardaient que tiens, ça ressemble aujourd'hui à ce qui s'est passé. Avec un historique. Voilà, avec un historique et par analogie, essayent d'extrapoler. Mais finalement, les ordinateurs ont été meilleurs que cette prédiction analogique qu'à partir de 1980. Donc ça a mis 40 ans avant d'aboutir. Et les sommes qui ont été dépensées pour ce programme de recherche en météo sont plusieurs décades d'ordre de grandeur plus importantes que ce qui a jamais été consacré à une recherche similaire de modèles d'agents en économie et en finance. Donc je pense vraiment que ce programme, il est urgent de le démarrer d'une façon ou d'une autre, même si, en effet, il n'aboutira pas demain. Et alors, pour revenir justement à ce programme, ce modèle d'agent, les économistes qui se présentent comme hétérodoxes font notamment comme critique aux économistes qu'ils présentent comme, donc de l'autre côté, donc comme orthodoxes, le fait qu'ils ont voulu justement microfonder la macro. Et comme la micro était elle-même fondée sur des hypothèses qui n'avaient pas de sens, ça a eu pour effet de détruire une macro qui, elle, était moins mauvaise que ce que c'était auparavant. Le moyen d'éviter ça, dans votre schéma, c'est justement de se fonder davantage sur les données pour éviter que les hypothèses micro soient elles-mêmes mal fondées. Oui, les données, même des expériences. On peut faire de plus en plus d'expériences où on regarde comment les gens réagissent en vrai et non pas dans un monde idéalisé où ils sont censés calculer le maximum de leur fonction d'utilité. D'autres... Donc, si je résume un petit peu la vision des choses, quand on prend la régulation actuelle en assurance, qui conduit un petit peu tout le monde justement pour pouvoir limiter la volatilité à vendre des actions et à investir massivement en se concentrant sur les obligations et notamment sur des obligations d'État toutes les mêmes, etc., qui conduit toutes les entreprises à agir de la même façon. C'est un petit peu la caricature de ce qu'il ne faudrait pas faire. Exactement. J'ai été, je connais bien les sociétés d'assurance, mais j'ai été invité par une société d'assurance que je ne nommerai pas, qui m'ont expliqué qu'il y a eux suivent exactement les idées que j'avais décrites dans Antifragile. Ils ont un peu de désordre, ils ont des compagnies dans le même pays qui se font la concurrence, ils n'ont pas de langue officielle, donc vous pouvez écrire en serbe-croate à quelqu'un si vous ne parlez pas l'anglais. Ils ont tous les trucs que les McKinsey et les autres gens du spectacle leur donnent, et ils font exactement le contraire de ce que aurait été fait. Et ils marchent très bien. Le problème, c'est les pressions extérieures si vous faites quelque chose de bien. Évidemment, le problème de skin in the game apparaît encore ici. C'est que les consultants sont payés par le spectacle, ce qu'ils vous donnent un PowerPoint très joli, etc., ne sont pas payés par les faits et n'ont pas rien à perdre s'ils font une erreur. Donc on se retrouve avec des heuristiques d'affaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on devrait avoir si c'était vraiment fait soit scientifiquement, soit fait par des gens qui ont à perdre dedans. Donc, et l'économie a ce même problème de skin in the game. L'économie, par exemple, moi j'ai parlé dans mon livre de Joe Stiglitz, une personne que j'aborde. Et lui a pensé que Fannie Mae, juste quand je pensais que Fannie Mae allait faire faillite, bon, c'était en 2003, lui il avait écrit un rapport que Fannie Mae ne représentait aucun danger pour le taxpayer. On a perdu 500 milliards d'euros déjà, aucun. Et ensuite, mais aucune pénalité, parce que quand la crise est arrivée, il est venu dire, oui, je vous ai dit qu'il y allait y avoir une crise. S'il y avait un skin in the game, la personne serait, comme le chauffeur qui ne sait pas conduire, il serait hors ce qu'on appelle le gene pool, n'est-ce pas? Mais il reste. Et c'est ça le problème de l'économie, c'est que les gens qui font des erreurs de modèle n'ont aucune pénalité. Et ils vous disent « Ah, j'ai eu le Nobel » ou « J'ai publié dans Econometrica », comme si les autres gens dans Econometrica étaient... Donc, s'il y a un loop, ce que j'appelle un citation ring. Je vous cite, vous le citez, il cite, puis il me cite, on a un citation ring et on va toutes les années
à la fin de l'année, on va recevoir une médaille, quelqu'un va recevoir une médaille à Stockholm. Donc c'est pas comme ça que la réalité marche. Donc les choses peuvent exploser à un moment donné sous leur absurdité. Skin in the game, c'est une pénalité pour quelqu'un qui fait une erreur, qui est complètement éjecté du système, même si c'est mauvais pour lui. D'accord ? C'est ça, skin in the game. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité, depuis les Romains, depuis tout le monde. Skin in the game, vous avez une division romaine qui perd une bataille parce qu'il y a un suspect de lâcheté. Venez là, 10% sont mis à mort. Pourquoi ? Parce que, pour leur montrer que la lâcheté n'est pas une stratégie dominante. Donc, pour enlever l'équilibre, pour qu'ils se battent. Par exemple, donc skin in the game, en mettant skin in the game, il existe maintenant skin in the game dans beaucoup de disciplines, malheureusement, mais le monde moderne est beaucoup plus informationnel, donc il y a beaucoup plus de gens qui parlent sans avoir de risque. Et ça, c'est un grand danger du système. Mais si on part du principe qu'il y a justement des signes noirs qui ne sont pas anticipables, mais qui ont un impact énorme, est-ce que le fait que ce qui est potentiellement en dehors de nos mains puisse avoir un impact énorme sur nous ne vient pas entrer en contradiction avec cette espèce de skin in the game? Parce que ça veut dire qu'on risque d'être pénalisé pour quelque chose dont on n'est pas responsable si la résultante de ce qui nous arrive est majoritairement due à des impondérables qui sont en dehors de nos mains. Je ne vois pas. Donc. Si on part du principe que qu'il y a des signes noirs. Qu'il y a des signes noirs, ouais. Et que ce sont les signes noirs qui ont un impact tel que ça emporte, c'est ça qui nous fournit le signe de la résultante. Le signe SI, cette fois-ci, et non pas CY. En gros, oui, je comprends. Ce qu'on subit, c'est la résultante d'un ensemble d'effets. Non, on peut voir si les choses sont exposées à des signes noirs. Moi, j'ai un petit problème avec les signes noirs, je vais vous dire, sur lequel je suis d'accord avec Jean-Philippe. Quand j'ai écrit les signes noirs, les gens pensaient qu'il y avait un signe noir objectif. Que c'était, est-ce que c'est un signe noir ou pas? Je leur ai dit, écoutez, les gens dans l'avion le 11 septembre, est-ce que c'était une surprise pour eux? Non, ils étaient dans l'avion. Pour les terroristes, ce n'était pas un signe noir. Pour les gens, c'était un signe noir. Donc, signe noir dépend de ce que vous savez à un moment donné. Donc c'est épistémique comme concept. Quelqu'un qui aurait un meilleur modèle aurait moins de signes noirs. Voilà. Donc, déjà, on peut diminuer déjà cette définition de signe noir. Le deuxième problème qu'il y a, c'est que les gens pensent qu'on doit trop comprendre ces signes noirs. On doit les comprendre, mais aussi vaguement que Jean-Philippe peut le délivrer, pas plus, pas avec de précision. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien comment bâtir des choses qui dépendent beaucoup moins sur la prévision. Je vais vous donner un exemple. Vous avez deux frères. Un frère a 2 reins, un frère a 1 rein. La nature nous a donné 2 reins. Quelqu'un bâti par un économiste aurait 0 rein. Il va l'emprunter, c'est plus efficient. C'est trop métaboliquement coûteux. Bon, alors on a 2, 1, 0. Bon. La personne qui a 2 reins, ne doit pas prévoir quel est l'événement qui va lui faire perdre un rein. Si c'est une guerre, on a moins à prévoir. Tout comme quelqu'un qui a de l'argent en banque. Vous n'allez pas prévoir qu'est-ce qui peut causer la récession, est-ce que c'est, etc., qu'est-ce qui peut causer ça. Vous avez une marge d'erreur, donc vous allez être à moins prédictif. Quelqu'un qui a 0 de rein, il doit connaître parfaitement la météo, parce que s'il peut pas aller, s'il y a de la neige, il ne peut pas aller au centre, il est mort, n'est-ce pas? Donc, plus on est optimisé, plus on dépend de l'événement externe, plus on doit comprendre ce qu'est un signe noir. Mais plus on est robuste, moins on doit comprendre ce qu'est un signe noir. Et voilà et quelles sont les propriétés de système qui dépendent moins du signe noir. Donc, signe noir avec le signe du signe noir, le SI, et je pensais en anglais, donc SI, je pensais que vous disiez SE, je me disais, ça veut dire quoi SE? Signe SI. Voilà. Mais le signe de signe noir, on peut le savoir, et on peut même savoir vaguement, d'accord, l'impact qu'il peut avoir sur nous. Et donc, essayer de bâtir des systèmes qui ont quand même une certaine résistance à ça. Oui. Donc, skin in the game, en fait, ça permet de faire en sorte qu'on se soucie davantage des signes noirs pour que ça ne soit plus des signes noirs à nos yeux. Non, skin in the game enlève
un problème qui cause beaucoup d'événements, qui pour moi sont des signes roses, blancs, n'importe quoi, mais c'est des risques cachés qui, en général, sautent tous d'un coup systémiquement. C'est les gens qui cachent des risques dans les portefeuilles. C'est les personnes qui... C'est dès qu'une compagnie devient publique, vous savez que dès qu'une compagnie devient publique, regardez les données, est maintenant supervisée par quelqu'un, un jeune homme à Goldman Sachs, qui téléphone au patron pourquoi votre earnings est tombé d'un centimètre, etc., d'un centime. Dès qu'une compagnie va publique, elle a signé son son article de mort. Maintenant, the clock is on et vous attendez que la compagnie meure. C'est du suicide. Vous regardez les compagnies qui ne sont pas publiques, où la famille gère la compagnie, qui fait traditionnellement la même chose, et vous allez voir la longévité est beaucoup plus grande que les compagnies dès qu'elles deviennent publiques. Public au sens ouverture de capital aux investisseurs. Public, c'est listé sur la bourse avec toute cette délégation de gens complètement ignorants qui donnent des conseils à la compagnie. Et ensuite, la personne qui devient le chairman, c'est la personne qui est le plus photogénique pour ce genre de rôle, donc un acteur. Donc vous finissez avec une compagnie, avec un acteur en top, et en général, ils prennent des dettes, et en général, ils se concentrent, et en général, ils essayent de faire des politiques qui éliminent la volatilité et fait baisser les risques. Tout ça. Donc, dès qu'une compagnie est gérée par un acteur qui a fait peut-être l'ENA ou des choses comme ça, c'est que. Mais vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui a l'air qui a du rôle, mais pas l'entrepreneur. Dès que vous avez ça, automatiquement, the clock start. Et regardez les données. Les données sont choquantes. Enfin, en Europe, ça reste plus longtemps parce que l'État protège. En Amérique, non. Donc, dès que vous avez un nouveau nommé photogénique qui a fait Harvard Business School, qui devient gérer une boîte, regardez le clock. On a commencé et on compte le temps, ce qu'on appelle le time till bankruptcy, d'accord? Et regardez ce qui va se passer. C'est assez choquant. Skin in the game élimine ce problème. On ouvre les questions à la salle? Oui. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser des questions? Alors, je ne sais pas s'il y a un micro, sinon on va faire circuler celui-ci. Il y a des micros partout, alors oui, voyons voir s'ils fonctionnent. Ça marche comme ça? Très bien. Je voulais commenter sur le fait qu'on n'a pas eu de théorie qui prévoyait ces choses-là. Et peut-être revenir sur ce que disait Nassim, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques penseurs que volontairement on a mis de côté. Des gens qui sont même connus, qu'on ressort maintenant à cause de la crise. Les Kondratiev, les Minsky, etc., qui ont fait en fait des théories de l'instabilité. Le fait que les marchés soient structurellement instables, il y avait en fait des gens qui ont pensé et qui ont été pudiquement mis de côté par une espèce de loi dominante, justement sur l'argument que tu as décrit, c'est-à-dire cette hystérésis sous le fait que si jamais on les mettait en exergue, si jamais on acceptait leur existence, alors on faisait mécaniquement passer d'un état à l'autre état, d'un état qui en physique on appelle métastable, comme de l'eau surfondue, à l'état en dessous où la confiance était brisée et d'une certaine manière reflétait peut-être plus l'état réel de l'économie. Donc c'était justement, en fait, c'était dire, enfin, comment ça se fait qu'on a eu ce leurre de penser qu'en cachant pudiquement certains penseurs, on sauverait l'économie. Oui, effectivement, pour répondre à ta question, c'est vrai que Minsky est un penseur formidable, Keynes aussi a dit énormément de choses avant tout le monde, et en effet, je pense qu'ils ont été pudiquement blacklistés, ou en tout cas, on n'a pas trop fait attention à ce qu'ils disaient, et probablement pour des raisons similaires à ce que tu dis, c'est-à-dire je pense qu'effectivement, les gens avaient un intérêt objectif à ne pas trop écouter ces gens-là. Ceci dit, ce que j'ai essayé d'évoquer, c'est parce que malgré tout, Minsky en particulier, il a observé un très grand nombre de crises financières avant de formuler son hypothèse. Moi, ce que j'ai essayé de trouver, c'est un exemple d'une prédiction pure
de quelque chose qui ne s'est jamais produit ou qui n'a jamais été observé parce qu'on n'a pas regardé les données de cette façon-là, et qui puisse se comparer à une observation. Comme le boson de Higgs. Par exemple, voilà. Et je pense que si l'économie ou la finance arrivait au moins dans son intention à essayer de se rapprocher de cette exigence intellectuelle, ça me semblerait très bien. Oui, j'ai une question qui est peut-être plus une question de psychologie qu'une question technique. On a parlé d'assurance au tout début, et les assureurs ont depuis très longtemps des techniques, mais très manuelles, à l'instinct, hein, pour limiter les risques, des franchises, des limitations, et ça a fonctionné assez bien, alors qu'en finance, historiquement, ça a toujours fonctionné assez mal. Il y a toujours eu des grosses crises qu'il n'y a jamais eu en assurance. Et dans la théorie de l'assurance, la théorie actuarielle, il y a des mathématiques qui étaient assez évoluées, qui fonctionnaient assez bien, faites par des gens qui ont une réputation d'ailleurs plus générale dans le monde des probabilités, Kramer par exemple, ou Finetti. Les mathématiques financières, je crois que vous en avez assez parlé. Et pourtant, actuellement, on se trouve à l'orée de 2016 où rentre en vigueur en Europe une réglementation qui substitue à une bonne pratique et à une bonne théorie mathématique exactement cette théorie financière, mais en plus dans une version assez primitive. Hein, c'est Black-Scholes d'origine, quoi. Comment est-ce qu'on peut, pour reprendre votre terme, assister dans un domaine qui fonctionne de façon relativement saine à l'invasion de ce baratin? C'est une très bonne question parce que on en discutait en venant sur les quais de Paris. C'est une journée magnifique. Et justement, je pensais qu'on devait en parler. Je voudrais ajouter deux choses sur l'assurance. Premièrement, que l'assurance il y a deux assurances. Il y a l'assurance thin tail, l'assurance fat tail. Une assurance thin tail, il est pratiquement impossible que la moitié des Français aient des crises ou des maladies demain matin, n'est-ce pas? Donc c'est distribué. C'est vraiment le thin tails, d'accord. Et cette partie-là a toujours très bien fonctionné dans l'assurance. Et quoi que vous faisiez dessus, vous n'allez pas faire d'erreur. Donc même les aussi incompétents qu'on peut penser que les régulateurs peuvent être dans ce domaine, ils ne peuvent pas faire du mal, n'est-ce pas? La deuxième partie, c'est la partie des risques extrêmes. Et effectivement, ce que les assureurs ont toujours su régir les risques extrêmes au NAS. Et le NAS marche mieux. Et d'ailleurs, les techniques de la réassurance, par exemple, ont toujours été que celui qui gagne est celui qui a le moins de risques après une explosion. Parce que les gens, évidemment, les prix montent énormément. Et donc, après Katrina, le 11 septembre, ces jours-là, si vous avez survécu, vous pouvez faire de l'argent. Et c'est une communauté qui marche également. Ils ont des modèles mathématiques qu'ils ne prennent pas trop au sérieux et ils savent comment ils font leur argent, ils savent respirer le risque. Ils vont remplacer ça par des méthodes value à risque bidon. Et à ce moment-là, dès que vous avez des chiffres bidons, ça commence à être arbitragé. La première leçon que je donne aux traders, c'est le suivant. Nous faisons notre argent principalement j'étais un trader d'arbitrage, donc de relations entre marchés. On fait notre argent justement par des gens qui sont en train de jouer le régulateur. Donc en contournant, il y a beaucoup plus d'argent à contourner donc des arbitrages que les gens mettent dans le portefeuille. Et donc on va avoir ce problème-là. Les risques visibles. Il y a une théorie que le monsieur aux cheveux longs, Raphaël, qui est mon co-auteur qui vient de poser, il a cette théorie que dans un environnement, les choses maximisent les risques invisibles. Voilà. Et la régulation a cet effet-là qu'on peut montrer mathématiquement, que Raphaël a montré mathématiquement, qu'on peut effectivement, une fois que vous avez une régulation sur n'importe quoi, d'accord, avec des chiffres numériques, les gens vont maximiser tout ce qui est autour qui n'est pas pris par ce numéro-là, par ce chiffre-là. Et c'est ça qui va se passer. Pour revenir à la question initiale, j'avoue que je partage votre perplexité, mais elle se
décline de 1000 façons. Par exemple, je citais Fama tout à l'heure. Pour moi, ça reste un mystère énorme qu'on puisse donner le prix Nobel à Fama, surtout après la crise de 2008. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon, clairement, il y a un combat intellectuel aussi derrière tout ça. Il y a vraiment... C'est pour ça que j'essayais d'insister sur le fait que la façon dont les gens sont éduqués, leur background théorique est extrêmement important et probablement sous-estimé dans la gestion du risque systémique, parce que la régulation est inspirée par des préjugés théoriques. Enfin, c'est tout à fait étonnant, je trouve, et très intéressant par ailleurs. Mais en effet, on pourrait dupliquer les exemples que vous donnez. Mais vous parliez de Keynes, il y a une assez belle citation de lui, comme quoi il est beaucoup plus difficile, enfin la difficulté réside beaucoup plus dans le fait de se défaire des habitudes qu'on a prises dans la formation qu'on a eue, etc., que d'adhérer à une idée nouvelle. C'est vraiment abandonner les anciennes qui est difficile. Donc ça... Une question aux physiciens. Vous n'avez pas dit tout à l'heure si les modèles de troisième génération auxquels vous pensez seraient plutôt déterministes prévisionnels ou statistiques probabilistes. Et j'ai eu l'impression qu'ils étaient plutôt statistiques probabilistes de nature. Et dans ce cas-là, même s'il se passe un événement à 15 sigma, il invalide pas le modèle, parce qu'un événement à 15 sigma, c'est pas zéro. Il peut se produire. Donc, c'est pas complètement rassurant. Comment répondre à cette question? J'essayais de dire tout à l'heure que pour moi, à l'heure actuelle, c'est un peu ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, la chose importante, c'est de comprendre quels sont les scénarios plausibles, sans forcément essayer de donner une estimation de leur probabilité. Mais ça reste très qualitatif. Je pense qu'on n'est même pas à ce niveau de détail dans certains points. Quand on a des modèles où le risque de queue est exclu, enfin, où il n'existe pas, parce qu'une gaussienne, ça décroît, par exemple, mais il y a d'autres exemples où on pourrait faire le même argument, où de facto, la probabilité d'événements extrêmes est exclue dès le départ. Ça me semble être de mauvais modèles. Si on a des modèles qui permettent d'envisager au moins une chaîne d'événements causalement reliés qui conduit à un scénario peut-être improbable et sur lequel il faudra réfléchir pour arriver à le quantifier. Mais ça vient après. Par exemple, il y a des gens actuellement qui essayent de quantifier la probabilité que le système solaire soit instable. Quel est le chemin le plus probable? C'est très improbable, mais parmi tous les chemins improbables, il y en a un qui est le plus probable. Et si on arrive à estimer, c'est un peu Cramer justement, vous avez cité tout à l'heure, cette probabilité-là, on arrivera à avoir une vague idée de savoir si c'est plausible ou pas. Mais je pense qu'on n'en est même pas à ce stade-là. Je pense que essayer de lister les états possibles d'un monde qu'on a construit, c'est ça qui est étonnant, je trouve, dans cette démarche des modèles d'agence, c'est qu'on construit un monde, on joue à Dieu d'une certaine façon, on donne des règles du jeu très simples à des agents. Donc on a l'impression de tout comprendre parce qu'on a complètement construit ce monde, on maîtrise parfaitement les règles du jeu individuelles de tout le monde, et pourtant il apparaît des phénomènes collectifs qu'on n'avait pas anticipés. Et ça, je pense que c'est vraiment important, conceptuellement et intellectuellement, de réaliser que c'est possible, que quand on met des molécules d'eau toutes pareilles les unes à côté des autres, on peut avoir des choses aussi différentes que l'eau, la vapeur et la glace. Et encore, quand on regarde la glace, il y a une dizaine de phases différentes de glace. Et arriver un petit peu à cette classification avant même de la quantifier de façon probabiliste, ça me semble être très intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est oui, effectivement, mais à nouveau, on a mis 40 ans pour battre les ordinateurs pour prédire la météo, mais il y a eu les moyens en face. Moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, on peut argumenter, on peut dire que la météo, c'est important, mais je pense que la compréhension du système économique qu'on a créé nous-mêmes et dans lequel on vit, c'est aussi extrêmement important. Et ça me semble étonnant qu'il n'y ait pas la même ambition, finalement, les mêmes moyens déployés pour développer une vraie science autour de ça. J'ajouterais une chose sur quand on voit des outliers. Étant vécu toute ma vie dans les outliers, il y a en fait deux genres d'outliers. Il y a les 15 sigma qui n'invalident pas. Il y a certains modèles, fat tails, qui ne sont pas invalidés par 15 sigma, mais par 30 sigma. Vous voyez? Et on peut déjà les classifier. Pour donner un exemple, deux exemples pratiques,
les choses qui ont... vous vous souvenez, en 2003, il y a eu une partie des États-Unis qui a été dans le noir, et New York était fermé, etc. Il y a eu une panne. Et il y a Barabasi qui a regardé, il a dit, ça c'est parfaitement compatible avec la statistique de ces événements. Mais vous prenez des événements comme d'autres qui ne sont pas qui sont avec les modèles de Fat-Tail, ils ne sont pas compatibles. Donc en fait, on peut faire des raffinements en disant voilà ce qui invalide un modèle, voilà ce qui ne l'invalide pas. Et en ce moment, je travaille sur le truc qui est le plus... je travaille sur la violence par accident. Et on a regardé les Fat-Tail dans la violence, c'est énorme. Donc il n'y a pratiquement, littéralement, aucun événement qui puisse invalider un modèle. Mais les modèles qu'on a sur le S&P 500, le crack de 87 n'invalide pas, mais quelque chose de 2 fois plus invaliderait tout ce qu'on a sur les Fat-Tail. Juste un mot sur l'exemple que tu as donné des réseaux et de Barabasi. Je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire de Barabasi, c'est que non seulement ce n'est pas un événement qui est exclu par la statistique, mais qu'en plus, on a une façon de comprendre, justement, via la compréhension du réseau et de la façon dont se propage une espèce de contagion sur ces réseaux, d'identifier comment ces événements peuvent se produire. Et c'est en fait une illustration parfaite de ce que j'essayais de dire, dans un cas très simple qui est le réseau electrical grid. Dernière question. On a parlé de Minsky, il me semble que ex post, c'est assez facile d'identifier les signes noirs. En revanche, si la proposition de ce soir, c'est donc de se concentrer sur un programme d'identification ex ante des signes noirs, quelle valeur y accorder, quelle pertinence accorder à un modèle de signes noirs au milieu des probablement très nombreux que l'on peut imaginer, et comment les intégrer dans une théorie de la décision ensuite? Mais c'est là où, quand même, si on essaie de faire de la science, il y a 10 000 modèles qui prédisent... parmi tous les modèles, il y en a un qui prédit le boson de Higgs. Et c'est comme ça qu'on essaie de valider un modèle scientifique. C'est par un faisceau d'éléments qui renforcent la plausibilité du modèle. On n'a jamais de certitude, bien entendu, mais je ne pense pas qu'on puisse faire n'importe quoi. Je pense justement que la bonne science, c'est d'identifier les mécanismes avec tout un tas de mesures intermédiaires qui permettent de savoir qu'on va dans une direction qui a du sens ou non. En effet, c'est un peu un pari, et vous avez raison, peut-être qu'on n'arrivera jamais à faire ça. Peut-être que c'est trop difficile, mais je pense qu'on ne peut savoir ça qu'après avoir essayé au moins. Et qu'on est très très loin d'avoir démarré ce programme de recherche. Moi, j'enlèverais complètement le mot prédire et signe noir dans la même phrase, même dans le même paragraphe. Okay, et je mettrais différemment. C'est revenir au qualitatif et disant le plausible, la plausibilité. D'ailleurs, la probabilité a commencé comme ça, par ce qui est you approve of, ce qu'on accepterait comme plausible, comme décision basée sur une certaine façon de voir les choses. Je reviendrai et je me concentrerai beaucoup plus sur l'idée des signes noirs comme signe de là où il faut regarder la robustesse. C'est-à-dire que vous ne vous concentrez pas sur les événements, parce que comme on le voit, c'est une perte de temps, sauf évidemment du point de vue qualitatif et général, voilà ce qui peut se passer. Vous vous concentrez sur les ponts, comment ils sont bâtis, pas sur quel genre de voiture peut passer. Et voilà. Et cette deuxième, cette méthode heuristique, malheureusement, parce que c'est heuristique, ça n'a pas l'air très scientifique. Okay, c'est ça qu'on a besoin. C'est comme en médecine. Médecine est heuristique. Et ensuite, on trouve des théories après. Mais ils font des choses de façon heuristique et pratique. C'est formel, c'est rigoureux. Mais ce n'est pas ce qu'on verrait dans des choses à théorème. Bien, quelques mots pour conclure. Ce qu'on a vu ce soir, c'est que notre appréhension des risques par les modèles mainstream actuels repose sans doute, quand on vous écoute l'un et l'autre, assez largement sur du vent. Et face à ça, il y a 2 stratégies possibles. Soit on érige des paravents pour s'en protéger, soit on construit des éoliennes pour l'utiliser. Alors, creuser justement ces 2 approches, identifier le stratégie mix et les façons de le mettre en œuvre, c'est justement le pari, le programme de recherche et d'appréhension des risques des 3 années à venir.
Dans ce cadre, vos échanges nous ont permis de prendre du recul, de se poser, de sortir la tête du guidon, notamment par rapport à notre tendance naturelle, de se dire que quand un modèle échoue, le meilleur moyen de l'améliorer, c'est de le raffiner, de le complexifier en ajoutant une rustine. L'ampleur de vos questionnements, qui sont beaucoup plus fondamentaux, montre qu'on ne peut pas faire l'impasse sur une question telle que signifie améliorer le modèle, à savoir repartir complètement de zéro et se demander ce qu'est un modèle, abandonner justement cette notion de prédictif, cette notion de quantitatif, le cas échéant. Parallèlement, les turbulences de ces dernières années qui sont liées à des technologies financières, certes, mais au-delà au comportement qu'elles induisent et à toutes les dépendances entre justement ces technologies et ces acteurs. Et on a pu observer, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises ce soir, que dans l'assurance, on a eu une évolution comparable à celle de la titrisation, avec, que ce soit sous l'angle de la régulation, du risk management, de l'allocation d'actifs, le fait d'abandonner des heuristiques pour plaquer des modèles issus assez largement de la banque. À chaque fois, dans l'assurance aujourd'hui, comme dans la titrisation hier, on a décontextualisé, on a fait confiance justement à des théories en passant à côté des conséquences que cette évolution engendre en termes de perception des risques, en termes de responsabilité, ce fameux skin in the game. Et en d'autres termes, on a oublié le côté sociologique, psychologique, humain, qui est venu ruiner toutes les belles mécaniques rationnelles qui s'appuyaient sur un jeu d'hypothèses sans doute trop éthéré. Donc ce qu'on voit, c'est que pour avancer, on a deux composantes importantes, la pertinence intrinsèque des modèles et l'utilisation qui en est faite. Et c'est pour ça qu'avec Pierre-François, donc avec qui on commande cette chaire, on retient une approche pluridisciplinaire avec à la fois une dimension épistémologie et une dimension sociologie, avec les compétences de l'ENSAE et de Sciences Po réunies. Les enjeux, ils sont variés. À la fois d'ordre technique, avec des questions de pilotage, d'ordre business, avec le conseil et la prévention, d'ordre politique, avec la régulation, de responsabilité, de gouvernance, etc. 3 champs d'impact, assurance de demain, allocation stratégique d'actifs, régulation prudentielle, mais avec toujours donc cette dimension opérationnelle. Et donc pour ça, on aura l'occasion d'échanger avec nos partenaires pour rester en grippe avec la réalité. Mais ce que j'espère, c'est qu'avec vous tous, on aura l'occasion justement de se revoir régulièrement pour partager autour de ces problématiques à la fois intellectuelles et opérationnelles et nous enrichir mutuellement. Donc n'hésitez pas à nous écrire, allez sur notre site internet. Là, vous voyez qu'on commence à... on a un site internet, on vous a envoyé une newsletter. Il y a la deuxième qui devrait paraître la semaine prochaine. Donc il y a bien sûr cette conférence. On publie un premier working paper cette semaine sur... la différence entre aléa et hétérogénéité. Pierre-François devrait en publier un autre en septembre sur l'émergence de Solvabilité 2. Des ateliers, des tables rondes. On va organiser des séminaires mensuels à partir de septembre prochain. Donc vous êtes les bienvenus, l'entrée est libre. Donc n'hésitez pas à échanger avec nous. Ce qui est certain, c'est que les éléments de ce soir sont une source d'inspiration et ça permet de poser un cadre qui est extrêmement différent de celui auquel on est sans doute beaucoup trop habitué. Donc ça, c'est extrêmement précieux et c'est pour ça que je vous en remercie tout particulièrement. Et plus globalement, merci à tous et très bonne soirée.